Chapitre VI. Nouveau chapitre et choses nouvelles. Clara, la petite fille infirme de M. Sesemann à Francfort, était assise dans le grand fauteuil de malade où elle passait toutes ses journées et dans lequel on la roulait d'une chambre à l'autre. Dans ce moment, elle était établie à la chambre d'études, à côté de la grande salle à manger. Toutes sortes de meubles commodes et d'objets utiles ou élégants, disséminés un peu partout, lui donnaient un air habité et montraient assez que c'était là qu'on se tenait de préférence. La grande vitrine garnie de livres rappelait la destination de cette pièce et laissait facilement deviner que c'était là que la petite infirme prenait chaque jour ses leçons. Clara avait une petite figure pâle et maigre et des yeux bleus très doux. En ce moment, elle les tenait fixés sur la pendule qui semblait aller plus lentement encore que d'ordinaire, car Clara dit d'un ton d'impatience qui ne lui était pas habituel: «N'est-ce vraiment pas encore le moment, mademoiselle Rottenmeier?» La dame à qui elle s'adressait était assise bien droit devant une petite table à ouvrage et tricotait. Elle portait un vêtement mystérieux, une sorte de grand col ou de demi-manteau qui donnait à toute sa personne un aspect solennel, auquel ajoutait encore une espèce de coiffure en forme de dôme. Mademoiselle Rottenmeier était depuis plusieurs années dans la maison. Depuis la mort de madame Sesemann, c'était elle qui dirigeait le ménage et avait la haute main sur tout le personnel. Monsieur Sesemann, étant presque toujours en voyage, lui avait abandonné la direction de la maison, à la seule condition que sa fille serait consultée sur toutes les questions et que rien ne se ferait contre son désir. Au moment où, pour la seconde fois, Clara demandait avec impatience si ce n'était pas encore l'heure où la personne qu'elles attendaient devait arriver, Dete, tenant Heidi par la main, se présentait à la porte de la maison et demandait à Jean, le cocher, si ce n'était point trop tard pour déranger mademoiselle Rottenmeier. Ça ne me regarde pas, grogna le cocher. Faites descendre Sébastien. La sonnette est là, dans le corridor. Dete fit comme on lui disait et vit bientôt descendre un domestique, vêtu d'une livrée à gros boutons dorés et avec des yeux presque aussi gros que ses boutons. Je voulais vous demander si je peux déranger mademoiselle Rottenmeier si tard, recommença Dete. Ça ne me regarde pas, répondit le domestique. Il faut sonner Tinette, la femme de chambre. Voilà la sonnette. Et là-dessus, Sébastien disparut. Dete sonna une seconde fois. Mademoiselle Tinette parut aussitôt sur l'escalier avec un frais petit bonnet blanc posé au milieu de la tête et un sourire moqueur sur les lèvres. Qu'est-ce que c'est? demanda-t-elle sans descendre. Dete renouvela sa demande. La femme de chambre disparut, mais revint bientôt et appela du haut de l'escalier. On vous attend. Dete monta avec Heidi et, précédée de mademoiselle Tinette, elle arriva à la chambre d'études. Là, Dete s'arrêta poliment sur le seuil, tenant toujours Heidi par la main, dans la crainte qu'elle ne commît quelque maladresse au milieu de tant de choses si nouvelles pour elle. Mademoiselle Rottenmeier se leva lentement de sa chaise et s'approcha pour regarder la nouvelle compagne de Clara. Son examen ne parut pas du tout la satisfaire. Heidi avait sa simple petite robe d'indienne et son vieux chapeau de paille tout froissé, et elle contemplait tout à fait innocemment, mais avec une surprise évidente, l'espèce de dôme que la dame portait sur la tête. « Comment t'appelles-tu » demanda mademoiselle Rottenmeier, après avoir longuement examiné l'enfant, qui ne la quittait pas non plus des yeux. « Heidi » répondit-elle de sa voix claire et distincte. « Comment dis-tu? Ce n'est pas un nom chrétien, ce n'est pas comme cela qu'on t'a baptisé. Quel nom as-tu reçu au baptême? » « Je ne me rappelle plus, » répondit Heidi. « Quelle réponse ?» s'écria la dame en haussant les épaules. « Dete, dites-moi, cette enfant est-elle nigaude ou impertinente? » Avec la permission de mademoiselle, et si mademoiselle veut bien, je parlerai moi-même pour la petite, car elle est tout empruntée,
répondit Dete, après avoir donné une bonne secousse à Heidi pour l'engager à se taire. Elle n'est pas du tout ni gaude ni impertinente. Elle ne sait pas même ce que c'est. Elle dit les choses comme elle les pense et sans malice. Seulement, c'est la première fois qu'elle entre dans une maison de maître, et elle ne connaît pas encore les manières. Mais elle a de la bonne volonté et elle apprendra facilement, si mademoiselle veut bien être indulgente. On l'a baptisée Adélaïde, comme sa mère, ma sœur qui est morte. Allons, c'est bon, c'est au moins un nom qu'on peut dire, remarqua mademoiselle Rottenmeier. Mais, Dete, je vous dirais que cette petite m'a l'air un peu drôle pour son âge. Je vous avais fait savoir que la compagne de mademoiselle Clara devait être de son âge pour pouvoir suivre les leçons avec elle et partager toutes ses occupations. Mademoiselle Clara a 12 ans passés. Quel âge a cet enfant? Avec la permission de mademoiselle, je n'avais plus moi-même son âge très présent à la mémoire. Elle est bien, en effet, un peu plus jeune, mais ce n'est pas grand-chose. Je ne peux pas dire au juste. Elle doit avoir environ 10 ans, ou peut-être davantage. J'ai maintenant 8 ans, c'est le grand-père qui l'a dit, interrompit Heidi. La cousine la secoua une seconde fois pour la faire taire, mais Heidi, qui ne comprenait pas pourquoi, n'eut pas du tout l'air embarrassé. Comment? Seulement 8 ans? S'écria mademoiselle Rottenmeier avec une certaine indignation. 4 ans de moins qu'il ne faudrait. Qu'est-ce que cela va donner? Et qu'as-tu donc appris? Quel livre as-tu eu dans tes leçons? Point, répondit Heidi. Comment? Que dis-tu? Alors, comment as-tu appris à lire? Je n'ai pas appris, et Pierre non plus. Miséricorde! Tu ne sais pas lire? Tu ne sais vraiment pas lire? S'écria mademoiselle Rottenmeier au comble de l'effroi. Est-il possible? Ne pas savoir lire? Mais qu'as-tu donc appris? Rien, répondit Heidi, conformément à la vérité. Dete, reprit mademoiselle Rottenmeier après quelques instants de silence, pendant lesquels elle reprit possession d'elle-même. Elle n'est pas du tout comme nous avions convenu. Comment avez-vous pu m'amener cette petite créature? Mais Dete ne se laissait pas si facilement déconcerter et répondit hardiment. Avec la permission de mademoiselle, cet enfant est exactement comme je croyais que mademoiselle voulait l'avoir. Mademoiselle m'avait dit qu'elle devait être tout à fait à part, pas du tout comme les autres enfants. C'est pourquoi j'ai pris la petite, parce que chez nous, dès qu'elles sont plus grandes, elles ne sont déjà plus si à part, et il me semblait qu'elle était précisément comme mademoiselle avait dit. Maintenant, il faut que je parte, car ma maîtresse m'attend. Si elle me permet, je reviendrai bientôt pour voir comment vont les choses. Et avec une révérence, Dete quitta la chambre et descendit rapidement l'escalier. Mademoiselle Rottenmeier resta d'abord interdite, puis elle courut après Dete en réfléchissant tout à coup qu'elle avait une quantité de choses à arranger avec elle, dans le cas où l'enfant resterait chez monsieur Sesemann. En tout cas, elle était bien réellement là pour le moment, et la cousine avait eu sans doute la ferme intention de la laisser. Heidi était restée debout sur le seuil, à l'endroit même où elle avait été depuis le commencement de l'entrevue. Clara, qui avait jusque-là assisté en silence à tout ce qui se passait, fit signe à Heidi en lui disant « Viens vers moi ». Heidi s'approcha du fauteuil à roulettes. « Aimes-tu mieux t'appeler Heidi ou Adélaïde ?» demanda Clara. « Je m'appelle seulement Heidi et rien d'autre. »« Eh bien, c'est ainsi que je t'appellerai toujours. Ce nom me plaît pour toi, mais je ne l'ai encore jamais entendu. Et je n'ai jamais vu non plus une enfant comme toi. As-tu toujours eu les cheveux courts et frisés? Je crois que oui. Es-tu contente d'être venue à Francfort? Non, mais je retournerai demain à la maison et je rapporterai des petits pains à la grand-mère. Quel drôle d'enfant tu es! S'écria Clara. On t'a fait venir à Francfort tout exprès pour que tu restes chez nous et que tu prennes les leçons avec moi. Oh, vois-tu, ce sera très amusant. Il va y avoir du nouveau dans les leçons, puisque tu ne sais pas lire. Ordinairement, c'est bien ennuyeux, et il me semble que les matinées n'aient point de fin. Tous les jours, à 10 heures, arrive le maître qu'on appelle monsieur le candidat. Alors, les leçons commencent et durent jusqu'à 2 heures. Oh, tu comprends comme c'est long.
Quelquefois, monsieur le candidat tient son livre tout près de sa figure, comme s'il avait tout à coup la vue basse, mais c'est seulement pour pouvoir bâiller derrière le livre. Et mademoiselle Rottenmeier aussi sort de temps en temps son grand mouchoir dans lequel elle cache sa figure, comme si elle était bien touchée de ce que nous lisons, mais je sais très bien qu'elle aussi bâille de toutes ses forces dans son mouchoir. Alors, cela me donne envie de bâiller aussi, mais je me retiens tant que je peux, car si j'ouvre la bouche une seule fois, voilà mademoiselle Rottenmeier qui court chercher l'huile de foie de morue en disant que j'ai besoin de fortifiant. Et vois-tu, avaler cette huile de foie de morue, c'est tout ce qu'il y a de plus affreux. J'aime encore mieux me retenir de bâiller. À présent, ce sera beaucoup plus amusant. J'écouterai comment tu apprendras à lire. En entendant parler d'apprendre à lire, Heidi secoua la tête d'un air de doute. Mais oui, Heidi, tu comprends qu'il faut que tu apprennes. Tout le monde doit savoir lire. Et puis, monsieur le candidat est très bon. Il ne se fâche jamais et il t'expliquera tout. Seulement, vois-tu, quand il explique quelque chose, on n'y comprend rien du tout. Alors, il n'y a qu'à attendre la fin et ne rien dire, sans quoi il explique encore plus et on comprend toujours moins. Mais après, quand on a appris quelque chose et qu'on le sait bien, on comprend ce qu'il a voulu dire. À ce moment, mademoiselle Rottenmeier rentra dans la chambre, visiblement excitée, car elle n'avait pas pu rattraper Dete dans l'escalier. La cousine ne lui avait pas laissé le temps de lui expliquer tout au long en quoi Heidi n'était pas du tout l'enfant qu'elle voulait. Maintenant, elle ne savait pas que faire pour revenir en arrière, l'affaire étant trop avancée, et après tout, c'était elle qui en était cause. Dans son excitation, elle allait et venait de la salle d'études à la salle à manger, où elle finit par s'en prendre à Sébastien, qui venait de mettre le couvert, et promenait d'un air pensif ses gros yeux ronds tout le tour de la table, pour s'assurer qu'il n'y manquait rien. Vous finirez vos réflexions un autre jour, lui cria-t-elle. Tâchez qu'on puisse se mettre à table aujourd'hui. Puis elle appela la femme de chambre d'un ton si peu engageant que Tinette se hâta d'arriver à plus petits pas encore que d'habitude. Elle regarda mademoiselle Rottenmeier d'un certain air railleur qui empêcha celle-ci de l'apostropher à son tour, mais sa colère intérieure augmenta d'autant plus. Il faut aller préparer la chambre de la nouvelle arrivée, Tinette, dit la dame en s'efforçant d'être calme. Tout est en ordre, il n'y a plus qu'à ôter la poussière. Ça vaut vraiment la peine, hasarda Tinette de son ton moqueur en quittant la chambre. Pendant ce temps, Sébastien avait ouvert la porte à deux battants avec un fracas inusité. Il était furieux et exhalait ainsi sa mauvaise humeur, n'osant pas comme Tinette répondre à mademoiselle Rottenmeier, après quoi il se disposa à rouler le fauteuil de Clara à la salle à manger. Pendant qu'il rajustait la poignée qui était de travers, Heidi vint se mettre droit devant lui et le regarda fixement. Il s'en aperçut et cela acheva de le mettre de mauvaise humeur. « Eh bien, qu'y a-t-il de si curieux ?» grommela-t-il avec impatience, ne se doutant pas de la présence de mademoiselle Rottenmeier qui entrait dans la chambre. Heidi répondit sans hésiter. « Tu ressembles à Pierre le chevrier. » La dame joignit les mains avec stupeur. « Est-ce possible ?» gémit-elle. « Voilà qu'elle tutoie les domestiques. Il lui manque les notions les plus élémentaires à cette créature. » Le fauteuil avait été roulé à la salle à manger, et Sébastien installa Clara à table sur un siège commode. Mademoiselle Rottenmeier s'assit à côté d'elle et fit signe à Heidi de prendre place vis-à-vis. Comme elles n'étaient que les trois à table, les couverts étaient très espacés, et Sébastien avait toute la place nécessaire pour offrir les plats. Heidi découvrit avec joie à côté de son assiette un joli petit pain blanc, mais elle ne fit pas un mouvement et n'osa rien dire d'abord. Il paraît que la ressemblance qu'elle avait découverte lui avait inspiré une confiance toute particulière en Sébastien, car, lorsqu'il s'approcha d'elle avec un grand plat de poisson, elle lui demanda en lui montrant le petit pain. « Est-ce que je peux le prendre ?» Sébastien fit un signe affirmatif en jetant un regard du côté de mademoiselle Rottenmeier pour voir quel effet cette question avait produit sur elle. Aussitôt, Heidi saisit le petit pain et le fourra dans sa poche.
Sébastien fit une grimace, comme s'il avait envie de rire, mais il savait bien qu'il ne devait pas se le permettre. Il se tenait toujours devant Heidi, immobile et silencieux, n'osant ni parler, ni s'éloigner avant qu'elle se fût servie. Heidi le regarda un moment, tout étonnée, et finit par lui demander: « Faut-il aussi que je mange de ça ?» Sébastien fit de nouveau signe que oui. « Eh bien, sers-moi, » dit-elle en regardant tout tranquillement son assiette. Sébastien fit une grimace encore plus prononcée et le plat se mit à trembler dans ses mains. « Vous pouvez poser le plat sur la table et vous reviendrez quand on vous appellera, » dit alors mademoiselle Rottenmeier d'un ton sévère. Sébastien disparut. « Quant à toi, Adélaïde, je vois que j'ai à t'enseigner les choses les plus élémentaires, » reprit-elle en poussant un profond soupir. « Avant tout, je vais te montrer comment on se sert à table. » Et la dame procéda à l'opération lentement, en accentuant tous ses mouvements. « Ensuite, continua-t-elle, je te ferai remarquer que tu ne dois pas adresser la parole à Sébastien à table, et du reste jamais, à moins que tu n'aies une question indispensable à lui faire ou une commission à lui transmettre, et dans ce cas, tu ne dois pas lui dire « tu », mais seulement employer le pronom « vous », comprends-tu ? Et que je ne t'entende plus l'appeler autrement. De même pour Tinette, la femme de chambre. Moi, tu m'appelleras mademoiselle, comme tout le monde le fait. Quant à Clara, elle décidera elle-même comment elle veut que tu la nommes. Clara, naturellement, dit celle-ci. Puis vinrent une quantité de règles de conduite sur la manière de se lever, d'aller au lit, d'entrer et de sortir, de fermer les portes, si bien que Heidi, fatiguée de son long voyage, sentit ses yeux s'appesantir et finit par s'endormir sur le dossier de sa chaise. Quand mademoiselle Rottenmeier arriva enfin au bout de ses exhortations, elle conclut en disant: « Tu y penseras, Adélaïde, as-tu bien tout compris ?» « Heidi dort depuis longtemps, » répondit Clara, fort divertie. Jamais le souper ne s'était passé d'une manière aussi amusante. « C'est inouï les expériences qu'on fait avec cet enfant !» s'écria mademoiselle Rottenmeier tout à fait fâchée. Et elle sonna si violemment que Tinette et Sébastien se précipitèrent à la fois dans la chambre. Mais tout ce bruit ne parvint pas à tirer Heidi de son sommeil, et l'on eut toutes les peines du monde à la réveiller assez pour l'emmener à sa chambre, en traversant d'abord la salle d'études, puis la chambre de Clara, enfin celle de mademoiselle Rottenmeier, qui ouvrait à son tour sur la chambre de l'angle destinée à Heidi. Chapitre 7. Mademoiselle Rottenmeier passe une journée agitée. Le lendemain matin, lorsque Heidi ouvrit les yeux dans sa nouvelle demeure, elle ne se rappelait pas où elle était et ne comprenait pas ce qu'elle voyait autour d'elle. Elle se frotta vigoureusement les yeux, regarda de nouveau et revit toujours les mêmes choses. Un grand lit blanc sur lequel elle était assise, une vaste chambre qui s'étendait devant elle comme un grand espace, de longs rideaux bien blancs devant les ouvertures d'où venait la lumière, tout près 2 fauteuils sur lesquels s'étalaient de grandes fleurs, contre le mur un sofa avec les mêmes fleurs, et devant le sofa une table ronde, dans un des angles une table de toilette, avec toutes sortes d'objets que Heidi n'avait jamais vus auparavant. Tout à coup, elle se rappela qu'elle était à Francfort. Tous les événements de la veille lui revinrent aussitôt à la mémoire, et en même temps le souvenir des dernières exhortations de la dame, dont elle n'avait entendu qu'une partie. Heidi sauta prestement à bas du lit, et fut prête en un clin d'œil. Elle s'approcha aussitôt de l'une des fenêtres pour tâcher d'apercevoir le ciel et ce qu'il y avait dehors. Elle se sentait comme dans une cage derrière ces grands rideaux. Ne pouvant pas les tirer, elle se glissa derrière, mais la fenêtre était si haute qu'à peine pouvait-elle arriver à voir quelque chose. Le peu qu'elle apercevait n'était évidemment pas ce que Heidi avait cherché. Elle quitta la fenêtre, s'approcha de l'autre, puis revint encore à la première sans réussir à voir autre chose que de grands murs,
et d'autres fenêtres. Alors, elle fut saisie d'inquiétude. C'était encore de grand matin, car Heidi était accoutumée à se lever de bonne heure à la montagne et à courir à la porte du chalet pour voir ce qui se passait dehors, si le ciel était bleu, si le soleil avait déjà paru, ou bien pour écouter si les sapins bruissaient et regarder si les petites fleurs avaient déjà ouvert leurs yeux. Comme un petit oiseau qui se voit pour la première fois enfermé dans sa belle prison dorée, et qui, voletant ici et là, essaie à chaque barreau de sa cage s'il pourrait passer à travers et s'envoler dans l'air libre, ainsi Heidi allait et venait d'une fenêtre à l'autre, essayant de les ouvrir pour voir le sol, l'herbe verte, la dernière neige fondant sur les pentes des montagnes. Enfin, tout ce qui lui tardait tant de revoir. Mais elle eut beau tirer, secouer, essayer de passer ses doigts dans les fentes, les fenêtres restèrent obstinément fermées. Enfin, lorsqu'elle vit que tous ses efforts étaient inutiles, elle renonça à son projet et se mit à réfléchir à la manière dont elle pourrait sortir de la maison et en faire le tour pour trouver la prairie, car elle se souvenait très bien que devant la maison, elle n'avait marché que sur des pierres. Au même moment, on frappa à la porte qui s'entr'ouvrit et Tinette, passant la tête dans l'entrebâillement, dit d'un ton bref: « Déjeuner servi !» Heidi ne comprit pas que ces paroles peu gracieuses fussent une invitation à aller déjeuner. Elle lisait bien plutôt sur le visage moqueur de Tinette un avertissement de ne pas venir trop près d'elle. Aussi s'en tint-elle à cet avertissement, et prenant le petit tabouret qui était sur la table, elle s'assit dans un coin pour attendre tout tranquillement ce qui devait se passer. Un moment après, elle entendit un frôlement qui s'approchait dans le corridor. C'était mademoiselle Rottenmeier, déjà aussi excitée que le soir précédent. Elle ouvrit la porte en criant dans la chambre. « Qu'est-ce que cela signifie, Adélaïde? Ne comprends-tu pas ce que c'est qu'un déjeuner? Arrive donc !» Cette fois Heidi comprit et suivit aussitôt mademoiselle Rottenmeier. Clara, qui était déjà depuis longtemps installée à la table à manger, salua affectueusement Heidi. La perspective des nouveaux incidents, qui ne manqueraient pas de se produire dans la journée, donnait à son visage une animation inaccoutumée. Le déjeuner se passa cependant sans encombre, et Heidi mangea très convenablement sa beurrée. Quand ce fut fini, on roula de nouveau le fauteuil de Clara à la salle d'études, et mademoiselle Rottenmeier ordonna à Heidi de la suivre et de rester avec elle en attendant l'arrivée de monsieur le candidat. Dès que les deux enfants furent seuls, Heidi se hâta de demander: « Comment peut-on voir dehors, jusque par terre ?»« On ouvre les fenêtres et on regarde, » répondit Clara, que cette question amusait. « Mais ces fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. »« Si, répliqua Clara. « Toi, tu ne peux pas encore, et moi je ne peux pas non plus t'aider, mais quand tu verras Sébastien, tu n'as qu'à lui dire de t'en ouvrir une. » Ce fut un grand soulagement pour Heidi d'apprendre qu'on pouvait ouvrir les fenêtres et regarder dehors. Clara commença à lui faire toutes sortes de questions sur la vie qu'elle avait menée chez elle, et Heidi lui parla avec animation de l'Alpe, des chèvres, du pâturage et de tout ce qu'elle aimait. Pendant qu'elle causait ainsi, monsieur le candidat était arrivé, mais mademoiselle Rottenmeier, au lieu de le conduire comme d'habitude à la salle d'études, l'avait fait entrer dans la salle à manger pour lui parler à son aise. Là, s'étant assise, elle lui décrivit avec la plus grande agitation l'embarras où elle se trouvait. Elle lui raconta comment, quelque temps auparavant, elle avait écrit à monsieur Sesemann, alors en séjour à Paris, que sa fille désirait depuis longtemps avoir une compagne dans la maison, ajoutant qu'elle-même approuvait cette idée, une compagne pouvant à la fois servir d'émule à Clara dans ses études et lui procurer, en dehors des leçons, une société agréable. Au fond, mademoiselle Rottenmeier avait beaucoup désiré la chose, car elle ne demandait pas mieux que de pouvoir se décharger sur quelqu'un d'autre du soin d'amuser l'enfant malade. M. Sesemann avait répondu qu'il était tout prêt à satisfaire aux désirs de sa fille, mais à la condition que cette compagne serait traitée en toutes choses comme sa propre fille, parce qu'il ne voulait pas voir tourmenter des enfants dans sa maison.
Ici, mademoiselle Rottenmeier fit la remarque que cette recommandation était bien inutile, car qui songerait à tourmenter des enfants? Après cette parenthèse, elle reprit le fil de son récit et raconta tout au long comment elle avait été trompée au sujet de cet enfant, en énumérant toutes les occasions dans lesquelles Heidi avait déjà donné des preuves de son manque absolu des principes les plus élémentaires, si bien que non seulement monsieur le candidat aurait à reprendre les choses littéralement depuis l'ABC, mais qu'elle-même, mademoiselle Rottenmeier, serait obligée de commencer avec elle par les notions les plus simples de l'éducation. En face de cette situation fatale, elle ne voyait qu'un moyen de salut, c'est que monsieur le candidat déclarât, après en avoir fait l'essai, que deux natures aussi différentes ne pouvaient pas marcher ensemble sans préjudice à la plus avancée des deux. Cette raison paraîtrait sans doute assez sérieuse à monsieur Sesemann pour le déterminer à rompre l'engagement et à envoyer l'enfant à l'endroit d'où elle était venue. Quant à faire une chose pareille sans son consentement, il n'y fallait pas songer maintenant qu'il était prévenu de l'arrivée de Heidi. Mais monsieur le candidat était très circonspect et n'envisageait jamais une question d'un seul côté. Il consola mademoiselle Rottenmeier à force de paroles et en émettant l'opinion que si d'un côté la jeune personne était très retardée, il se pouvait que de l'autre elle fût d'autant plus avancée, ce qui s'équilibrerait bientôt grâce à un bon enseignement. Alors, voyant qu'elle ne trouvait point d'appui auprès de monsieur les candidats, mais qu'au contraire, il était disposé à commencer son ABC, mademoiselle Rottenmeier le fit entrer dans la salle d'études, où elle se garda bien de le suivre, car elle avait horreur de l'alphabet. Elle se mit à arpenter la chambre à manger de long en large, tout en réfléchissant à la manière dont les domestiques devraient appeler Adélaïde. M. Sesemann avait écrit qu'elle devait être traitée comme sa fille, et cela s'appliquait sans doute, en premier lieu, à ses rapports avec les gens de la maison. Mais elle fut bientôt interrompue dans ses réflexions par une rumeur à la salle d'études, accompagnée d'un grand vacarme d'objets tombant à terre et de voix appelant vivement Sébastien à l'aide. Elle se précipita dans la chambre voisine. Oh, quel spectacle! Sur le plancher gisaient pêle-mêle tous les livres de classe, cahiers, encriers, et par-dessus le tapis de la table, sous lequel s'échappait un ruisseau noir qui traversait toute la chambre. Heidi avait disparu. « Nous y voilà !» s'écria mademoiselle Rottenmeier en joignant les mains. « Le tapis, les livres, la corbeille à ouvrage, tout dans l'encre. A-t-on jamais vu une chose pareille? C'est sans doute cette créature de malheur !» Monsieur le candidat contemplait sans mot dire et d'un air très effrayé la catastrophe qui, pour cette fois, ne se présentait que sous un seul point de vue, et ce point de vue était écrasant. Clara, au contraire, paraissait grandement amusée et suivait avec intérêt toutes les péripéties de l'aventure et leur effet sur mademoiselle Rottenmeier. Elle lui expliqua ce qui s'était passé. « Oui, c'est Heidi qui l'a fait, mais pas exprès, et il ne faut pas du tout qu'elle soit punie. Elle s'est seulement tant dépêchée en quittant la table qu'elle a entraîné le tapis avec elle et tout est tombé par terre. Elle avait entendu passer des voitures. C'est pour cela qu'elle s'est précipitée hors de la chambre. Peut-être qu'elle n'a jamais vu une voiture de sa vie. » « Eh bien, monsieur le candidat, n'est-ce pas exactement comme je vous disais? Cette créature n'a aucune notion de rien. Elle n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'une leçon et qu'on doive écouter et rester tranquille. Mais où est-elle allée à présent? Si elle s'était sauvée, que dirait monsieur Sesemann? » Mademoiselle Rottenmeier s'élança sur l'escalier et descendit précipitamment. La porte d'entrée était ouverte et, sur le seuil, Heidi examinait la rue du haut en bas d'un air très déçu. « Où vas-tu? Quelle idée t'a passé par la tête? Qu'est-ce que cela signifie de se sauver ainsi ?» lui cria, coup sur coup, mademoiselle Rottenmeier. « J'ai entendu le vent dans les sapins, mais je ne sais pas où ils sont. Et maintenant, je n'entends plus rien, » répondit Heidi, sans cesser de regarder dans la rue du côté où s'était éteint le roulement des voitures qu'elle avait pris pour le bruissement du feu dans les sapins. Dans sa joie, elle s'était précipitée du côté d'où venaient ces sons familiers, sans se douter qu'elle entraînait le tapis de la table. « Des sapins!
Sommes-nous par hasard dans une forêt? Quelle bêtise dis-tu là? Voyons, remonte vite, et va voir les belles choses que tu as faites. Mademoiselle Rottenmeier remonta à la salle d'études, suivie de Heidi. Celle-ci demeura stupéfaite devant le désastre qu'elle avait causé, sans s'en douter, en courant écouter les sapins. C'est bon pour une fois, mais que cela ne t'arrive pas une seconde, dit sévèrement mademoiselle Rottenmeier, le doigt étendu vers le plancher. Tu te rappelleras que dans les leçons, on doit rester tranquille sur sa chaise et écouter attentivement le maître, et si tu n'apprends pas à le faire de toi-même, je serai obligée de t'attacher à ta chaise. Comprends-tu? Oui, répondit Heidi, mais je saurais bien rester assise toute seule. Elle venait de comprendre, une fois pour toutes, que c'est la règle d'être tranquille dans les leçons. C'était maintenant l'affaire de Tinette et de Sébastien de remettre tout en ordre. Monsieur le candidat s'éloigna, et les leçons furent suspendues pour ce jour-là. Cette fois, on n'avait pas eu le temps de bâiller. Chaque jour après le dîner, Clara avait l'habitude de se reposer un certain temps, et mademoiselle Rottenmeier avait déclaré à Heidi qu'elle serait libre pendant ce temps-là de s'occuper à sa guise. Ce jour-là, donc, Clara s'étant installée dans son fauteuil pour dormir, mademoiselle Rottenmeier se retira dans sa chambre, et Heidi vit que le moment était venu où elle pouvait choisir son occupation. C'était justement ce qu'elle désirait, car elle avait une idée qu'elle voulait mettre à exécution. Mais pour cela, il lui fallait une aide. Elle se posta donc au milieu du corridor, près de la porte de la chambre à manger, pour être bien sûre de ne pas manquer la personne dont elle avait besoin. En effet, au bout d'un instant, Sébastien apparut sur l'escalier, portant un grand plateau chargé de l'argenterie qu'il allait serrer dans le buffet de la salle à manger. Quand il eut atteint la dernière marche, Heidi s'avança vers lui et l'appela aussi distinctement que possible. « Pronom vous ?» Sébastien ouvrit les yeux tout grands et répondit d'un ton assez bourru. « Qu'est-ce que cela signifie, mamselle ?» J'aimerais demander quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose de mal, comme ce matin, bien sûr, continua Heidi, en s'apercevant que Sébastien était un peu fâché et l'attribuant aux taches d'encre sur le parquet. Ah ah, et pourquoi dois-je m'appeler pronom vous? Demanda Sébastien du même ton. Il faut toujours que je dise ainsi à présent. C'est mademoiselle Rottenmeier qui l'a commandé. Sébastien éclata de rire de si bon cœur que Heidi en demeura tout interdite, ne voyant pas ce qu'il y avait de si amusant dans l'affaire, tandis que Sébastien avait tout de suite compris de quoi il s'agissait. « C'est bon, reprit-il, en riant toujours. Mamselle peut continuer. »« Je ne m'appelle pas du tout mamselle, » s'écria à son tour Heidi avec une certaine indignation. « Je m'appelle Heidi. »« C'est égal, la même dame m'a aussi commandé de dire mamselle. »« Ah, vraiment? Alors je pense que c'est comme ça que je dois m'appeler, » répondit-elle d'un air résigné, car elle s'était déjà aperçue que toute chose devait se passer comme mademoiselle Rottenmeier l'avait ordonné. « Maintenant j'ai 3 noms, » ajouta-t-elle avec un soupir. « Qu'est-ce que la petite mamselle voulait me demander ?» reprit Sébastien en entrant dans la salle à manger et posant son plateau sur le buffet. « Comment peut-on ouvrir une fenêtre, Sébastien ?»« Comme ceci, tout simplement, » dit-il en ouvrant toute grande une des fenêtres de la chambre à manger. Heidi s'approcha, mais elle était trop petite pour rien voir. Sébastien apporta un grand tabouret de bois qu'il plaça dans l'embrasure en disant « La petite mamselle n'a qu'à monter là-dessus et elle pourra regarder dans la rue et voir ce qui se passe en bas. » Heidi s'empressa de grimper sur le tabouret et, se penchant en dehors de la fenêtre, elle put enfin jouir de la vue qu'elle avait tant désirée. Mais elle retira presque aussitôt la tête. Sur sa figure, la joie avait fait place au désappointement. « On ne voit que la rue avec des pavés et rien d'autre, » dit l'enfant avec tristesse. « Mais si l'on fait tout le tour de la maison,
Que voit-on de l'autre côté, Sébastien? Exactement la même chose, répondit-il. Mais où faut-il aller pour voir bien loin jusqu'au bout de la vallée? Alors il faut monter sur une grande tour, sur le clocher d'une église, comme celui qu'on voit là-bas, avec cette boule dorée à la pointe. De là-haut, on voit bien loin par-dessus toute la ville. Heidi, après l'avoir écouté avec la plus grande attention, descendit lestement de son tabouret, sortit, en courant, de la chambre, descendit l'escalier, et en un clin d'œil se trouva dans la rue. Mais la chose n'alla pas comme elle s'était imaginé. Il lui avait semblé, en regardant par la fenêtre, que le clocher était droit devant elle, qu'elle n'avait qu'à traverser de l'autre côté pour y arriver. Et maintenant qu'elle était arrivée tout au bout de la rue, elle ne voyait plus de clocher. Elle prit une autre rue, puis une autre, sans réussir à trouver ce qu'elle cherchait. Beaucoup de gens passaient à côté d'elle, mais ils avaient l'air tous très pressés, et Heidi pensa qu'ils n'auraient pas le temps de lui donner des renseignements. En arrivant au tournant d'une rue, elle aperçut un jeune garçon, portant sur le dos un orgue de Barbarie, et, sur le bras, un animal très extraordinaire. Heidi courut vers lui et lui demanda: Où est la tour avec une boule dorée tout en haut? Sais pas, répondit le garçon. Alors, à qui faut-il demander? Reprit-elle. Sais pas. Connais-tu une autre église avec un grand clocher? Oui, bien sûr que j'en connais une. Alors viens me montrer où elle est. Montre-moi d'abord ce que tu me donneras, si je vais avec toi, répondit le jeune garçon en tendant la main. Heidi fouilla dans sa poche. Elle en sortit une image qui représentait une belle couronne de roses rouges. Elle la contempla un instant, car il lui en coûtait de s'en séparer. Clara la lui avait donnée le matin même. Mais si elle pouvait voir la vallée et les pentes vertes de la montagne. Tiens, dit Heidi en tendant son image, veux-tu ça? Le garçon retira sa main en secouant la tête. Que veux-tu alors? Demanda-t-elle en remettant bien vite la précieuse image dans sa poche. De l'argent? Je n'en ai point, mais Clara en a et elle m'en donnera. Combien veux-tu? 20 centimes. Alors viens. Tous deux se mirent en route, et tandis qu'ils parcouraient une longue rue qui s'en allait à perte de vue, Heidi demanda à son compagnon ce qu'il portait sur le dos sous un drap. Il lui expliqua que c'était un bel orgue qui faisait une magnifique musique quand on tournait une mécanique. Tout à coup, ils se trouvèrent en face d'une vieille église avec un grand clocher. Le jeune garçon s'arrêta en disant: « C'est là. » « Mais comment est-ce que j'entrerai? » demanda Heidi en voyant les grandes portes fermées. « Sais pas, » répondit son guide. « Crois-tu qu'il faut sonner comme on fait quand on veut Sébastien? » « Sais pas. » Heidi avait découvert une sonnette contre le mur et se mit à la tirer de toutes ses forces. « Il faudra m'attendre en bas pendant que je monterai, parce que je ne saurai plus le chemin, et il faut que tu me le montres pour revenir. »« Que me donneras-tu alors? Que veux-tu que je te donne? Encore 20 centimes. » Au même moment, une clé tourna dans la vieille serrure, et la porte craqua en s'ouvrant lentement. Un vieillard sortit, regarda d'abord les enfants avec étonnement, puis les apostropha d'un ton fâché. « Comment vous êtes-vous permis de sonner? Ne pouvez-vous pas lire ce qui est écrit au-dessous de la sonnette? Pour ceux qui veulent monter au clocher. » Le garçon étendit l'index vers Heidi sans dire un mot. Celle-ci répondit au vieillard: « Je voudrais justement monter au clocher. »« Que veux-tu faire là-haut? » demanda le marguillier. « Est-ce quelqu'un qui t'a envoyé? »« Non, je voudrais seulement monter pour voir tout ce qui est en bas. »« Dépêchez-vous de retourner à la maison et faites attention de ne pas recommencer vos mauvaises plaisanteries ou vous pourriez vous en repentir. » En disant ces mots, le marguillier se retourna pour fermer la porte. Mais Heidi le retint par son habit en lui disant d'un ton suppliant: « Seulement une fois. » Le vieux tourna la tête et rencontra les yeux de l'enfant levés vers lui avec un regard si plein de supplication qu'il en fut tout retourné. Il la prit par la main et lui dit avec bonté: « Eh bien, puisque tu y tiens tellement, viens avec moi. » Le garçon s'assit sur les marches de pierre devant l'église, en faisant signe qu'il ne voulait pas les accompagner. Heidi
la main dans celle du vieux marguillier, monta beaucoup, beaucoup de marches qui allaient en se rétrécissant toujours davantage, puis ils gravirent un dernier petit escalier plus étroit encore que le reste, et arrivèrent enfin en haut du clocher. Le marguillier souleva Heidi à la hauteur de la petite fenêtre. « À présent, tu peux regarder tout en bas, » lui dit-il. Heidi vit au-dessous d'elle comme une mer de toits, de tours, de cheminées. Elle retira presque aussitôt sa tête, en disant d'un ton triste et découragé: « Ce n'est pas du tout comme je pensais. » « Voyez-vous ça? Qu'est-ce qu'un brin d'enfant comme toi peut comprendre à une vue? Allons, redescendons, et une autre fois ne sonne plus à un clocher. » Le vieillard posa Heidi à terre et, marchant le premier, commença à redescendre l'étroit escalier. À l'endroit où les marches devenaient plus larges, il y avait une porte qui conduisait dans la petite chambre du marguillier, et un large plancher qui s'étendait jusque sous les pentes du toit. Là, dans un coin, il y avait une corbeille, devant laquelle était assise une grosse chatte grise qui commença à grogner d'un air menaçant, car dans cette corbeille habitaient ses petits, et elle voulait avertir les passants de ne pas se mêler de ces circonstances de famille. Heidi s'arrêta court et regarda la chatte avec étonnement. Elle n'en avait jamais vu d'aussi grosse. C'est que le vieux clocher était habité par des troupes de souris, et la chatte n'avait pas de peine à se procurer tous les jours une demi-douzaine de rôtis. Le marguillier, voyant la surprise de Heidi, lui dit: « Approche-toi seulement, elle ne te fera pas de mal si je suis là, tu pourras regarder les petits. » Heidi s'approcha de la corbeille et se mit à pousser des cris de joie et d'admiration. « Oh, quelle mignonne petite bête, les jolis minets !» s'écriait-elle en sautant tout autour de la corbeille pour mieux voir les drôles de gambades des 7 ou 8 petits chats qui grimpaient les uns par-dessus les autres, s'accrochaient à la corbeille et retombaient sans cesse en arrière. « Aimerais-tu en avoir un ?» demanda le marguillier, que les gambades de l'enfant égayaient. « Un minet rien que pour moi? Pour toujours ?» s'écria-t-elle sans pouvoir croire à un pareil bonheur. « Oui, oui, rien que pour toi, et tu n'as qu'à les prendre tous, si tu as de la place, » dit le vieillard qui ne demandait pas mieux que de se débarrasser de ses petits chats sans être obligé de les noyer. Heidi était au comble du bonheur. Il y avait bien assez de place pour tous les chats dans la grande maison où elle demeurait. Et Clara, comme elle serait surprise et joyeuse quand elle verrait arriver les jolis petits animaux. « Mais comment pourrais-je les emporter ?» demanda Heidi, qui avançait déjà la main pour en saisir un ou deux. La grosse chatte se jeta aussitôt sur son bras en grondant d'un air si menaçant que l'enfant recula tout effrayé. « Je te les porterai, si tu me dis où tu demeures, » dit le marguillier, tout en caressant la chatte pour la calmer, car ils étaient bons amis, il y avait longtemps qu'ils habitaient ensemble le vieux clocher. « Chez monsieur Sesemann, dans une grande maison sur la porte de laquelle il y a une grosse tête de chien en or avec une boucle dans la gueule, » répondit vivement Heidi. Le vieux marguillier n'avait pas besoin de tant d'explications. Depuis qu'il habitait le clocher, il connaissait toutes les maisons bien loin à la ronde, et du reste, Sébastien était une de ses anciennes connaissances. « Je sais où c'est, répondit-il. « Et quand j'apporterai les chats, qui faudra-t-il demander? Tu n'es pourtant pas à monsieur Sesemann. »« Non, mais il y a Clara, qui sera si contente quand les petits chats arriveront. » Le marguillier voulut alors se mettre en marche pour descendre, mais Heidi ne pouvait pas se décider à quitter ce spectacle si divertissant. « Si seulement je pouvais en emporter tout de suite un, ou deux, un pour moi et un pour Clara, est-ce que je peux ? » Alors, attends un moment. Et le marguillier s'empara avec précaution de la chatte, l'emporta dans sa chambre et la déposa à côté de sa soucoupe pleine de lait. Puis, il ferma la porte et revint vers Heidi. « À présent, prends-en deux. » Les yeux de l'enfant étincelèrent de joie. Elle en choisit un, tout blanc, et un autre, rayé de jaune, et les mit, l'un dans la poche droite de son tablier, l'autre dans la poche gauche, après quoi elle se remit en marche pour descendre. Le garçon était toujours assis à la même place sur les degrés de l'église. Lorsque le marguillier eut refermé la porte derrière Heidi, elle demanda: « Quel chemin faut-il prendre pour retourner chez monsieur Sesemann ? »
C'est pas. Heidi lui décrivit alors tout ce qu'elle connaissait de la maison, la porte d'entrée, les fenêtres, l'escalier, mais le garçon secouait toujours la tête, tout cela lui était inconnu. Vois-tu, continua Heidi, quand on regarde par une des fenêtres, on voit une grande, grande maison toute grise, et le toit fait comme ça. Et avec son doigt, elle dessina en l'air de grands zigzags. Aussitôt le garçon, reconnaissant peut-être un des signes qui lui étaient familiers, se leva d'un seul bond et, suivi de Heidi, marcha rapidement dans une certaine direction. En très peu de temps, ils arrivèrent en effet devant la grande porte ornée de la tête de laiton. Heidi tira la sonnette. Sébastien parut presque aussitôt, et, dès qu'il aperçut l'enfant, lui cria « Vite, dépêchez-vous !» Heidi se hâta d'entrer, et Sébastien referma la porte, sans remarquer le jeune garçon qui resta tout interdit dans la rue. « Vite, mamselle !» répéta Sébastien. « Allez tout droit à la salle à manger. On est déjà à table. Mademoiselle Rottenmeier a l'air d'un canon chargé. Mais aussi, quelle idée a eue mamselle de se sauver ainsi ?» Heidi entra dans la chambre. Mademoiselle Rottenmeier ne tourna pas la tête. Clara ne dit rien non plus. Ce silence était inquiétant. Sébastien avança la chaise de Heidi. Quand elle fut assise, mademoiselle Rottenmeier lui adressa enfin la parole avec un visage sévère et d'un ton solennel. « Adélaïde, j'aurai à te parler après le dîner. Pour le moment, je me contenterai de te dire que tu t'es conduite comme une enfant mal élevée. Tu as quitté la maison sans demander permission, sans rien dire à personne, et tu vas errer on ne sait où jusqu'au soir. C'est une conduite vraiment sans exemple. » « Miaou !» entendit-on pour toute réponse. Alors la colère de la dame éclata. « Comment, Adélaïde ?» cria-t-elle en haussant de plus en plus la voix. « Après toutes tes malhonnêtetés, tu te permets encore envers moi une mauvaise plaisanterie ? Prends garde à toi, je t'avertis. » « Je fais, » balbutia Heidi. « Miaou, miaou !» Sébastien jeta presque sur la table le plat qu'il tenait et sortit précipitamment de la chambre. « C'est assez !» voulut dire mademoiselle Rottenmeier, mais l'indignation lui coupa la voix. Enfin, elle put articuler. « Lève-toi et sors de la chambre !» Heidi, tout interdite, se leva de sa chaise et voulut encore essayer une explication. « Bien sûr, je ne voulais pas faire « Miaou, miaou !»« Mais Heidi, dit alors Clara, pourquoi fais-tu toujours miaou quand tu vois que ça fâche mademoiselle Rottenmeier ?»« Ce n'est pas moi, ce sont les petits chats, » dit-elle, parvenant enfin à donner une explication sans être interrompue. « Comment ? Que dis-tu ? Des chats ? Des petits chats ?» s'écria mademoiselle Rottenmeier. « Sébastien, Tinette, chassez ces affreuses bêtes, chassez-les !» Et, disant cela, elle s'enfuit en toute hâte dans la salle d'études et tira le verrou pour être plus en sûreté, car, pour mademoiselle Rottenmeier, les petits chats étaient ce qu'il y avait de plus affreux dans la création. Sébastien, qui était resté derrière la porte, faisait tous ses efforts pour vaincre son fou rire avant de rentrer. En s'approchant de Heidi pour la servir, il avait aperçu une petite tête de chat sortant d'une de ses poches, et il avait tout de suite prévu la scène qui allait se passer. Mais il n'avait pas pu y tenir longtemps, et pris d'un fou rire irrésistible, il n'avait eu que le temps de poser ses plats sur la table et de s'esquiver. Quand il eut un peu repris son sérieux, il rentra dans la chambre un moment après le cri d'angoisse de mademoiselle Rottenmeier. Il y trouva tout dans l'ordre et le calme le plus parfait. Clara tenait un des petits chats sur ses genoux, Heidi était agenouillée près d'elle, et toutes deux paraissaient enchantées de jouer avec ces mignonnes petites bêtes. « Sébastien, » lui dit aussitôt Clara en le voyant entrer, « nous avons besoin de votre aide. Il faut trouver une cachette pour nos petits chats, dans un endroit où mademoiselle Rottenmeier ne puisse pas les voir, parce qu'elle en a peur et elle les chasserait. Mais nous voulons garder nos jolis minets, et nous les sortirons toujours de leur cachette quand nous serons seuls. Où pourrait-on les mettre ?»« Je m'en charge, mademoiselle Clara, » répondit Sébastien avec empressement. « Je leur ferai un joli petit lit dans une corbeille, et je la mettrai dans un coin
où une dame poltronne n'osera jamais aller, je vous en réponds. Là-dessus, Sébastien se mit immédiatement à l'œuvre, en riant à part lui, car il pensait: il se passera bien sûr encore quelque chose. Et Sébastien ne craignait pas de voir M elle Rottenmeier un peu en colère. Ce ne fut que longtemps après, lorsque l'heure d'aller se coucher fut venue, que M elle Rottenmeier se hasarda à entr'ouvrir un peu la porte et à demander à travers la fente étroite: ces affreuses bêtes ont-elles enfin disparu? Oui, certainement, répondit Sébastien, qui allait et venait dans la chambre en prévision de cette question. En un tour de main, il enleva les deux petits chats des genoux de Clara et disparut avec eux. Quant à la semonce que M elle Rottenmeier avait réservée à Heidi, elle fut remise au lendemain, car elle se sentait épuisée par toutes les émotions, les ennuis, la colère et la frayeur que Heidi lui avait causées coup sur coup sans s'en douter. Elle se retira donc en silence, et les deux enfants la suivirent, tout heureuses, car elles savaient leur petit chat en sûreté dans un bon lit. Chapitre 8. Il y a de l'agitation dans la maison Sesemann. Le matin du jour suivant, Sébastien venait d'ouvrir la porte de la maison à monsieur le candidat et de le conduire à la salle d'études, lorsqu'un second coup de sonnette se fit entendre, si violent que Sébastien, dans sa hâte, se jeta presque en bas de l'escalier, pensant à part lui: il n'y a que monsieur Sesemann qui sonne ainsi. Il sera sans doute arrivé sans prévenir. Il ouvrit vivement la porte et se trouva face à face avec un garçon déguenillé portant sur le dos un orgue de barbarie. Qu'est-ce que ça signifie? Lui cria Sébastien. Je t'apprendrai à dépendre les sonnettes. Que viens-tu faire par ici? Je veux voir Clara. Par exemple, vaurien mal lavé. Ne peux-tu pas dire mademoiselle Clara, comme nous autres? Que lui veux-tu à mademoiselle Clara? Elle me doit 40 centimes, répondit le garçon. Je crois que tu perds la tête. Et du reste, comment sais-tu qu'il demeure une demoiselle Clara dans cette maison? Hier, je lui ai montré le chemin. 20 centimes pour aller, 20 centimes pour revenir. Vois-tu quel tas de mensonges tu me débites? Mademoiselle Clara ne sort jamais. Elle ne peut pas même marcher. Allons, tâche de déguerpir un peu vite, si tu ne veux pas que je m'en mêle. Mais le garçon ne se laissa pas intimider. Il resta immobile à la même place, en disant froidement: je l'ai vue dans la rue. Je peux dire comment elle est. Elle a des cheveux noirs, tout courts et tout frisés, ses yeux sont noirs, sa robe est brune, et elle ne sait pas parler comme nous. Oh! Fit alors Sébastien, en riant sous cape. C'est bien sûr la petite mamselle qui aura encore fait du nouveau. Puis, ayant fait entrer le garçon, il lui dit: c'est bon, suis-moi seulement et attends derrière la porte jusqu'à ce que je ressorte. Si je te fais entrer, tu pourras jouer un air, cela fera plaisir à la demoiselle. Il monta, frappa à la porte dans la salle d'études et entra. Il y a en bas un garçon qui veut absolument parler lui-même à mademoiselle Clara, dit-il. Clara fut enchantée d'un événement aussi inattendu. Il n'a qu'à entrer tout de suite, répondit-elle, n'est-ce pas, monsieur le candidat, puisqu'il a à me parler, à moi. Mais le garçon n'avait pas attendu la permission, il était déjà dans la chambre, et sur un signe de Sébastien, il commença aussitôt à jouer de l'orgue. Mademoiselle Rottenmeier, qui était à la salle à manger, où elle avait imaginé toutes sortes de choses à faire pour échapper à l'ABC, entendit tout à coup cette musique inusitée. Elle prêta l'oreille. Venait-elle de la rue? Mais elle paraissait si près. On aurait dit que c'était dans la chambre voisine. Mais comment cela se pouvait-il? Et pourtant... Elle traversa en courant la salle à manger et ouvrit vivement la porte. Était-ce bien possible? Là, devant elle, au milieu de la chambre, un joueur d'orgue déguenillé était installé avec son instrument et en jouait tant qu'il pouvait. Monsieur le candidat avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais on n'entendait rien. Clara et Heidi paraissaient enchantées et écoutaient de toutes leurs oreilles. Cesse immédiatement! Cria mademoiselle Rottenmeier, mais sa voix fut étouffée par les sons de l'instrument.
Elle voulut s'élancer vers le petit joueur d'orgue. Tout à coup, elle sentit ses pieds s'embarrasser dans quelque chose. Elle regarda. Une horrible bête noire se traînait en rampant sur le plancher. C'était une tortue. Mademoiselle Rottenmeier fit un saut en l'air comme elle n'en avait pas fait depuis des années, et cria de toutes ses forces. Sébastien! Sébastien! Immédiatement, l'orgue s'arrêta, car cette fois les cris avaient été plus forts que la musique. Sébastien, debout derrière la porte entr'ouverte, avait été pris de véritables convulsions de rire en voyant le bond de mademoiselle Rottenmeier. Enfin, il put entrer. La pauvre dame s'était jetée dans un fauteuil. « Faites partir tout ça, gens et bêtes, Sébastien! Chassez-les sur-le-champ !» s'écria-t-elle dès qu'elle aperçut. Sébastien obéit promptement, fit sortir le garçon, qui avait vite ramassé sa tortue, et lui mit quelque chose dans la main en lui disant « Voilà 40 centimes pour mademoiselle Clara et 40 centimes pour avoir bien joué. » Là-dessus, il le mit dehors et referma la porte d'entrée. Le calme régnait de nouveau dans la salle d'études. On avait repris les leçons interrompues, et mademoiselle Rottenmeier s'était installée dans la chambre même pour empêcher par sa présence la répétition de scènes pareilles. Elle comptait bien, une fois les leçons finies, s'informer de plus près de la cause de ce scandale et en punir l'auteur de manière à ce qu'il s'en souvînt. À ce moment, on entendit pour la seconde fois frapper à la porte, et Sébastien parut de nouveau avec la nouvelle qu'on venait d'apporter une grande corbeille pour remettre à mademoiselle Clara elle-même. « À moi ?» demanda celle-ci fort intriguée et très curieuse de savoir ce que cela pouvait être. « Apportez-la tout de suite, que je la voie. » Sébastien revint bientôt avec une grande corbeille couverte, après quoi il disparut de nouveau. « Il me semble qu'il faudrait d'abord finir les leçons et déballer la corbeille ensuite, » remarqua mademoiselle Rottenmeier. Mais Clara, qui ne pouvait pas comprendre ce qu'on lui avait apporté, jetait des regards d'impatience du côté de la corbeille. « Monsieur le candidat !» s'écria-t-elle tout à coup, en s'interrompant au milieu d'une déclinaison. « Ne pourrais-je pas vite soulever le couvercle, seulement pour voir ce qu'il y a dedans, et après je continuerai la leçon ?» D'un côté, je serais de cet avis, mais de l'autre, je m'y opposerais, répondit monsieur le candidat. Ce qui me ferait pencher pour la chose, c'est que du moment que toute votre attention est dirigée sur cet objet… Mais on ne sut jamais la fin de son discours. Clara avait soulevé le couvercle, et aussitôt on avait vu sortir du panier 1, 2, 3 petits chats, puis 2 autres, et toujours plus de petits chats, qui se mirent à courir tout autour de la chambre avec une telle rapidité qu'on aurait dit qu'il y en avait des douzaines. Ils s'accrochaient aux bottes de monsieur le candidat, mordillaient ses pantalons, grimpaient le long de la jupe de mademoiselle Rottenmeier, lui chatouillaient les pieds, sautaient autour du fauteuil de Clara, égratignaient, miaulaient, enfin, c'était à ne plus s'y reconnaître. Clara, au comble de la joie, criait toujours. « Oh, oh, les jolies bêtes! Quels drôles de sauts elles font! Regarde, Heidi, regarde celui-là, là-bas !» Heidi, non moins enchantée, courait après eux dans tous les coins de la chambre. Monsieur le candidat avait l'air fort mal à son aise, debout devant la table, levant tantôt un pied, tantôt l'autre, pour les soustraire aux désagréables petites griffes qui l'attaquaient sans cesse. Quant à mademoiselle Rottenmeier, elle était d'abord demeurée muette d'horreur dans son fauteuil, puis elle s'était remise assez pour appeler de toutes ses forces. « Sébastien! Tinette !» n'osant pas quitter le fauteuil de peur que tous ces petits monstres ne vinssent à lui sauter dessus à la fois. Ces cris répétés amenèrent enfin les 2 domestiques. Ceux-ci firent une chasse active aux petits chats dans toute la chambre, réussirent à les rassembler tous dans le panier et les emportèrent au grenier où étaient déjà installés leurs 2 frères de la veille. Ce jour-là, pas plus que le précédent, on avait eu le temps de bâiller pendant les leçons. Dans la soirée, mademoiselle Rottenmeier, s'étant remise de l'agitation de la matinée, fit venir auprès d'elle Sébastien et Tinette
pour les soumettre à un interrogatoire sévère à propos des incidents blâmables qui s'étaient produits dans la maison. Il en ressortit que Heidi seule en avait été cause par son expédition de la veille. En découvrant cela, mademoiselle Rottenmeier était devenue pâle de colère. Elle ne trouva pas d'abord de paroles pour exprimer ses sentiments. Elle fit signe de la main à Sébastien et à Tinette qu'ils eussent à s'éloigner, puis, se tournant vers Heidi, qui se tenait debout à côté du fauteuil de Clara et ne paraissait pas comprendre ce qu'on avait à lui reprocher, elle lui adressa la parole d'un ton sévère. Adélaïde, je ne connais qu'une punition qui soit assez forte pour te faire impression, car tu es vraiment comme une petite sauvage. Nous verrons bien s'il n'y a pas moyen de te mater, quand tu seras enfermée dans la cave toute noire, avec les lézards et les rats. Heidi écouta sans s'émouvoir sa sentence. N'ayant jamais été dans une cave sombre, elle ne savait pas ce que c'était. La petite dépendance du chalet que le grand-père appelait la cave, et où il conservait les fromages et le lait, lui avait au contraire toujours paru un lieu attrayant. Quant à des lézards et à des rats, elle n'en avait jamais vu. Ce fut Clara qui éleva la voix et fit entendre ses plaintes. Non, non, mademoiselle Rottenmeier, il faut attendre que papa soit ici. Il a écrit qu'il allait revenir. Je lui raconterai tout, et il dira ce qu'il faut faire. Mademoiselle Rottenmeier n'avait qu'à s'incliner d'avance devant les décisions de ce juge suprême, d'autant plus qu'il était, en effet, sur le point d'arriver. Elle se leva et dit d'un ton sec. « C'est bien, Clara, mais moi aussi j'aurai un mot à dire à monsieur Sesemann. » Là-dessus, elle quitta la chambre. 2 jours de calme relatif suivirent ces scènes agitées. Mademoiselle Rottenmeier seule ne pouvait pas se remettre de son indignation. Sa déception à l'endroit de Heidi lui revenait sans cesse à l'esprit. Et plus elle y pensait, plus il lui semblait que depuis l'arrivée de cet enfant, tout allait de travers dans la maison Sesemann, et que les choses ne pourraient jamais rentrer dans l'ordre. Clara, au contraire, paraissait très satisfaite. Il ne lui arrivait plus de s'ennuyer dans les leçons, car Heidi faisait constamment les choses les plus divertissantes. Elle brouillait toutes les lettres de l'alphabet sans pouvoir parvenir à les apprendre. Quand monsieur le candidat était en train de les décrire pour les lui fixer dans la mémoire, ces comparaisons, au lieu de lui rappeler la forme des lettres, éveillaient en elle les images les plus inattendues. Par exemple, s'il venait à parler d'une petite corne ou d'un bec, Heidi ne manquait jamais de s'écrier toute joyeuse. « C'est une chèvre !» ou bien « C'est l'épervier !» Plus tard, dans l'après-midi, Heidi s'asseyait près du fauteuil de Clara et lui faisait, sans jamais se lasser, de longs récits de sa vie chez le grand-père. Quand elle avait ainsi longuement parlé de l'Alpe, des chèvres, du chalet, le désir de revoir toutes ces choses se réveillait en elle plus ardent que jamais, et elle terminait invariablement par ces mots. « Maintenant, il faut absolument que je retourne à la maison. Je veux partir demain. » Clara parvenait le plus souvent à détourner Heidi de cette idée, en lui démontrant qu'elle ferait mieux de rester jusqu'au retour de M. Sesemann. On verrait alors ce qu'il y avait à faire. Heidi se laissait persuader et reprenait d'autant plus vite son entrain qu'elle nourrissait en secret une perspective réjouissante. Chaque jour de plus passé à Francfort ajoutait 2 petits pains à la provision qu'elle faisait pour la grand'mère. En effet, tous les matins à déjeuner et tous les soirs à souper, elle trouvait à côté de son assiette un joli petit pain bien tendre et bien blanc qu'elle fourrait vite dans sa poche. Elle n'aurait pas pu y toucher elle-même en pensant au pain de la grand'mère, si noir et si dur qu'elle ne pouvait presque plus le manger. Chaque jour, après le dîner, Heidi passait 1 heure ou 2 seule dans sa chambre, assise dans un coin, sans oser bouger, car, ayant enfin compris qu'à Francfort, il était défendu de sortir et de courir comme sur l'Alpe, elle ne l'essayait même plus. Elle ne devait pas davantage aller à la salle à manger pour causer un peu avec Sébastien. Mademoiselle Rottenmeier l'avait défendu. Quant à entamer une conversation avec Tinette,
Heidi n'en aurait pas même eu l'idée. Elle évitait au contraire soigneusement de se trouver sur son chemin, sentant très bien ce qu'il y avait de moqueur et d'ironique dans le ton et les paroles de la femme de chambre quand celle-ci lui parlait. Elle restait donc là, toute seule, ayant amplement le temps de penser à l'alpage qui devait avoir reverdi, aux petites fleurs jaunes dans la lumière dorée, à la neige sur les montagnes, à la belle et large vallée où le regard plongeait de si haut. Oh, qu'il lui tardait d'être de nouveau au chalet. La cousine dete ne lui avait-elle pas assuré qu'elle pourrait retourner à la maison quand elle voudrait? Enfin, un beau jour, Heidi n'y tint plus. Elle se hâta de faire un paquet de ses petits pains dans le grand mouchoir rouge, elle attacha sur sa tête son vieux chapeau de paille et se mit en route pour partir. Mais, sur le seuil de la maison, elle rencontra déjà un grand obstacle à ses projets de voyage dans la personne de mademoiselle Rottenmeier elle-même qui revenait de faire des commissions. À la vue de l'enfant, la dame s'arrêta court et l'examina des pieds à la tête, muette de stupéfaction et semblant observer particulièrement le paquet enveloppé dans le mouchoir rouge. Son indignation éclata bientôt. Que signifie cette nouvelle expédition? Ne t'ai-je pas sévèrement défendu d'aller courir dans les rues? Et voici que tu recommences aujourd'hui, attifée comme tu l'es. Tu as parfaitement l'air d'une vagabonde. Je ne voulais pas courir dans les rues, je voulais seulement retourner à la maison, répondit Heidi, qui commençait à avoir peur. Comment? Qu'entends-je? Tu voulais retourner à la maison? Mademoiselle Rottenmeier joignit les mains d'un air désespéré. Te sauver? Ah! Si monsieur Sesemann le savait! Te sauver de chez lui! Prends garde qu'il apprenne jamais une chose pareille, je te le conseille. Et pourrais-tu me dire ce qui ne va pas dans sa maison? N'es-tu pas mieux traitée que tu ne le mérites? Qu'est-ce qui te manque? As-tu jamais eu dans toute ta vie une maison, une table, un service comme tu les as ici? Réponds. Non, répondit Heidi. Je pense bien. Il ne te manque rien, rien du tout. Tu n'es qu'une ingrate créature. À force de bien-être, tu ne sais pas qu'inventer pour te plaindre. Alors, tout ce que Heidi avait au fond du cœur monta à la surface, et elle s'écria avec impétuosité. Je veux aller à la maison, parce que tant que je suis loin, Belette est malheureuse, et la grand'mère m'attend. Et Pierre battra la linotte s'il n'a plus de fromage. Et ici, on ne voit pas quand le soleil dit bonsoir aux montagnes. Et si l'épervier passait tout là-haut, au-dessus de Francfort, il croasserait encore bien plus fort en voyant tant de gens qui demeurent tout serrés les uns contre les autres, au lieu d'aller sur des rochers où l'on est bien mieux. Miséricorde! Cet enfant a la tête dérangée, s'écria mademoiselle Rottenmeier en s'élançant sur l'escalier où elle se heurta violemment contre Sébastien qui descendait. Faites monter sur-le-champ cette malheureuse créature, lui cria-t-elle tout en se frottant le front. Oui, oui, c'est bon, merci beaucoup, répliqua Sébastien en se frottant à son tour, car il avait reçu un coup encore plus fort. Heidi était restée debout à la même place, le regard enflammé, tremblant de tout son corps sous l'empire d'une violente émotion. Eh bien, qu'y a-t-il de nouveau? Lui demanda Sébastien en riant. Mais, en regardant de plus près Heidi, toujours immobile, il lui frappa amicalement sur l'épaule et lui dit d'un ton compatissant. Bah, bah, il ne faut pas que mamselle le prenne trop à cœur. De la gaieté, c'est le principal. À moi aussi, elle m'a presque fait un trou dans la tête tout à l'heure. Mais il ne faut pas se laisser intimider pour si peu. Eh bien, mamselle ne bouge pas, il faut monter, elle l'a commandé. Heidi obéit en silence et monta l'escalier, mais lentement et sans bruit, ce qui n'était pas son habitude. Cela fit de la peine à Sébastien qui la suivait, et il essaya de nouveau de la remonter par quelques paroles encourageantes. Que mamselle ne se laisse pas abattre, qu'elle ne soit pas triste, mais qu'elle prenne bravement son parti des choses. La petite mamselle est si raisonnable, elle n'a encore jamais pleuré depuis qu'elle est chez nous.
tandis que les autres petites filles de son âge pleurent au moins 12 fois par jour. Et puis, il y a les petits chats là-haut, ils sautent et s'amusent dans le grenier comme des petits fous. Quand une certaine dame sortira de nouveau, nous monterons ensemble pour les regarder, hein? Heidi fit un signe affirmatif, mais si peu joyeusement que Sébastien en fut tout ému et la suivit d'un regard plein de compassion, tandis qu'elle se glissait sans bruit le long du corridor jusqu'à sa chambre. Ce jour-là, à souper, mademoiselle Rottenmeier n'ouvrit pas la bouche, mais à chaque instant elle jetait du côté de Heidi d'étranges regards scrutateurs, comme si elle eût craint de la voir d'un instant à l'autre entreprendre les choses les plus inattendues. Mais Heidi, après avoir, comme d'habitude, caché son petit pain dans sa poche, resta tout à fait silencieuse et immobile, sans boire ni manger. Le matin du jour suivant, lorsque monsieur le candidat parut au haut de l'escalier, mademoiselle Rottenmeier, d'un air mystérieux, lui fit signe d'entrer à la salle à manger. Là, dans la plus grande excitation, elle lui fit part d'un grave sujet d'inquiétude à l'endroit de Heidi. Elle avait tout lieu de craindre que l'enfant n'eût la tête dérangée, soit par le brusque changement d'air et d'habitude, soit par tant d'impressions nouvelles pour elle. Et elle raconta, à l'appui de cette supposition, la tentative de fuite de l'enfant et les propos étranges qu'elle avait tenus. Mais monsieur le candidat tranquillisa immédiatement mademoiselle Rottenmeier en lui assurant que si, d'une part, il avait en effet observé chez Adélaïde quelques excentricités, d'autre part, il avait pu constater qu'elle possédait un esprit sain, si bien que, peu à peu et par un développement graduel de toutes ses facultés, on pouvait espérer de rétablir chez elle l'équilibre normal. Ce qui l'inquiétait, lui, davantage, c'était de ne pas pouvoir venir à bout de l'alphabet et de constater qu'elle était incapable de saisir les différentes lettres. Après cet entretien, mademoiselle Rottenmeier se sentit plus calme et monsieur le candidat put se rendre à ses leçons. Plus tard, dans la journée, comme elle songeait encore à Heidi et à sa fuite projetée, il lui revint à la mémoire l'accoutrement dans lequel elle lui était apparue, et elle résolut aussitôt de mettre en état la garde-robe de l'enfant au moyen de quelques vêtements à Clara avant l'arrivée de m r sesemann. Elle communiqua ce projet à Clara, qui se déclara tout de suite prête à lui faire présent d'une quantité de ses robes et de ses affaires. Mademoiselle Rottenmeier se rendit alors à la chambre de Heidi pour examiner sa garde-robe et choisir ce qui pouvait se garder et ce qui devait être éliminé. Au bout de quelques instants, elle revint avec des gestes d'horreur. « Qu'est-ce que je viens de découvrir, Adélaïde ?» s'écria-t-elle. « Jamais je n'ai vu une chose pareille. Qu'est-ce que je trouve dans ton armoire, une armoire pour les robes, Adélaïde? Un tas de petits pains, du pain, dis-je, Clara, dans une armoire à habits, et un tas pareil. Tinette, continua-t-elle en ouvrant la porte, allez débarrasser l'armoire d'Adélaïde de tout ce vieux pain et jetez en même temps le chapeau de paille tout déformé que vous trouverez sur la table. Non, non, s'écria Heidi. Il faut que je garde mon chapeau et les petits pains aussi. Ils sont pour la grand-mère. Et elle se précipita à la suite de Tinette, mais mademoiselle Rottenmeier la retint par le bras en lui disant d'un ton péremptoire. Tu resteras ici, et Tinette débarrassera la maison de toutes ces horreurs. Alors Heidi se laissa tomber à côté du fauteuil de Clara et éclata en pleurs. Au milieu de ses sanglots toujours plus violents, elle ne cessait de répéter à mots entrecoupés. « À présent, la grand-mère n'aura point de petits pains. Ils étaient pour la grand-mère. Maintenant, il n'y en a plus, et la grand-mère n'en aura point. » Et Heidi pleurait toujours, comme si son cœur allait se briser. Mademoiselle Rottenmeier se hâta de s'éloigner. En face d'un pareil désespoir, Clara devint à son tour toute triste et toute angoissée. « Heidi, Heidi, ne pleure pas ainsi, » disait-elle d'un ton suppliant. « Écoute-moi, ne te désole pas. Quand tu t'en iras, je te promets de te donner autant de petits pains et même davantage, et au moins ils seront frais, tandis que les tiens seraient devenus tout à fait durs, s'ils ne l'étaient pas déjà.
allons, Heidi, ne pleure plus ainsi. Heidi fut longtemps avant de pouvoir sécher ses larmes, mais elle comprit la consolation que lui offrait Clara et s'en saisit aussitôt, sans quoi elle n'aurait jamais cessé de pleurer. Pour bien s'assurer de cette nouvelle espérance, elle demanda encore à plusieurs reprises, à travers ses derniers sanglots: «M'en donneras-tu, bien sûr, autant que j'en avais déjà pour la grand'mère?» Et Clara la rassurait en répétant: «Sûr, bien sûr, et même davantage. Console-toi seulement.» Quand elle s'assit à table pour souper, Heidi avait encore les yeux tout rouges, et à la vue de son petit pain, elle sentit un nouveau sanglot lui monter à la gorge. Mais elle se contint de toutes ses forces, parce qu'elle comprenait bien qu'à table il faut se tenir tranquille. Ce soir-là, tout en servant, Sébastien faisait à Heidi les gestes les plus extraordinaires chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Tantôt il désignait sa tête, tantôt celle de l'enfant, puis il clignait de l'œil d'un air de dire: «Soyez tranquille, j'ai tout vu et tout arrangé.» Lorsque Heidi fut dans sa chambre et qu'elle voulut monter dans son lit, elle découvrit son vieux chapeau de paille caché sous la couverture. Elle le retira avec bonheur, et dans sa joie elle l'aplatit encore davantage, puis, après l'avoir enveloppé dans le mouchoir rouge, elle le cacha soigneusement dans le coin le plus reculé de son armoire. C'était Sébastien qui l'avait mis sous la couverture. S'étant trouvé à la salle à manger quand mademoiselle Rottenmeier avait appelé Tinette, il avait entendu le cri de désespoir de Heidi. Il avait alors suivi la femme de chambre, et quand celle-ci était ressortie de la chambre avec la charge de petits pains, il s'était lestement emparé du chapeau qu'elle emportait aussi, en lui criant: «Je me charge de le jeter.» Et, tout content, il l'avait mis en sûreté pour Heidi. C'est ce qu'il avait voulu lui faire comprendre par gestes pendant le souper. Chapitre 9. Le maître de la maison apprend toutes sortes de choses surprenantes. Quelques jours après ces événements, une grande animation régnait dans la maison Sesemann. C'était un continuel va-et-vient dans les escaliers. Le maître de la maison revenait de voyage, et comme en pareil cas il ne manquait jamais de rapporter une quantité de jolies choses, Sébastien et Tinette avaient fort à faire à sortir les paquets de la voiture et à les monter au premier étage. En arrivant, m r Sesemann s'était tout de suite rendu à la chambre de sa fille, où il la trouva en compagnie de Heidi, car c'était précisément le moment de l'après-midi où elles avaient l'habitude d'être ensemble. Clara reçut son père avec les témoignages de la plus vive affection, et le bon père, de son côté, embrassa non moins tendrement sa petite Clara. Puis il tendit la main à Heidi, qui s'était tout doucement retirée à l'écart, et lui dit avec bonté: «Voici donc notre petite Suissesse. Viens vers moi et touche-moi la main. C'est bien. Maintenant, dis-moi un peu, êtes-vous bonnes amies, Clara et toi, ou bien faites-vous comme beaucoup de petites filles qui ont entre elles des disputes, des bouderies, suivies de pleurs et de réconciliations, après lesquelles on recommence de plus belle, hein?» «Non, Clara est toujours bonne pour moi», répondit Heidi. «Et Heidi n'a jamais essayé de se disputer avec moi, papa», s'empressa d'ajouter Clara. «Allons, c'est bien, voilà qui me fait plaisir», dit le père en se levant. «Maintenant, Clara, avec ta permission, je vais manger quelque chose, car je n'ai encore rien pris aujourd'hui. Je reviendrai plus tard auprès de toi, et tu verras ce que je t'ai rapporté.» Il passa à la salle à manger, où mademoiselle Rottenmeier jetait un dernier coup d'œil au repas qu'on venait de servir. Il prit place à table, et mademoiselle Rottenmeier s'assit vis-à-vis de lui d'un air si tragique qu'on aurait dit le malheur personnifié. M. Sesemann s'en aperçut aussitôt, et, se tournant vers elle, il lui dit: «Mais, mademoiselle Rottenmeier, vous m'accueillez avec un visage dont je ne sais que penser. Vous m'effrayez, vraiment. Que s'est-il passé? Clara m'a pourtant paru tout à fait gaie et en train.» «Monsieur Sesemann», commença la dame d'un ton solennel, «la chose dont il s'agit concerne aussi Clara. Nous avons été indignement trompés.» «Comment cela?» demanda M. Sesemann en vidant tranquillement son verre.
Vous vous rappelez donc, monsieur, que nous avions résolu de procurer une compagne à Clara, sachant combien vous tenez à n'entourer votre fille que d'éléments nobles et élevés. J'avais conçu le projet de faire venir une jeune fille de la Suisse, dans l'espérance de voir entrer dans la maison une de ces créatures dont on lit souvent la description, qui, nées dans la pure atmosphère des montagnes, traversent pour ainsi dire la vie sans toucher la terre. Je veux croire, cependant, remarqua M. Sesemann, que les enfants de la Suisse doivent, comme les autres, toucher la terre pour marcher, sans quoi il leur pousserait des ailes au lieu des pieds. Ah, monsieur Sesemann, vous me comprenez bien, continuait la dame. Je veux parler de ces êtres qui vivent dans les hautes et pures régions des Alpes et qui passent devant nous comme un souffle idéal. Mais, je vous en prie, mademoiselle Rottenmeier, qu'est-ce que Clara ferait d'un souffle idéal? Vraiment, monsieur, je ne plaisante pas. La chose est plus grave que vous ne le pensez. J'ai été trompée, et trompée d'une manière affreuse. Qu'y a-t-il donc de si affreux? Cet enfant ne me fait pas du tout un effet si terrible, continua M. Sesemann. Oh, monsieur, je voudrais seulement que vous eussiez vu quelles gens et quelles bêtes cette créature a amenées dans votre maison en votre absence. Demandez à monsieur le candidat, il en sait quelque chose. Des bêtes? Je ne vous comprends pas, mademoiselle Rottenmeier. Aussi est-ce incompréhensible. Toute la conduite de cet enfant est incompréhensible, d'un bout à l'autre, et on ne peut se l'expliquer que par les preuves de véritable folie qu'elle a déjà données. Jusque-là, M. Sesemann n'avait pas attaché grande importance à l'affaire. Mais un dérangement d'esprit, cela pouvait avoir pour sa fille les conséquences les plus sérieuses. Il scruta attentivement le visage de mademoiselle Rottenmeier, comme pour s'assurer qu'elle était elle-même dans son bon sens. Au même moment, la porte s'ouvrit et on annonça monsieur le candidat. Ah! Voici monsieur le candidat qui arrive à propos pour nous donner des éclaircissements, s'écria M. Sesemann en tendant la main au nouveau venu. Arrivez, arrivez, asseyez-vous près de moi. Monsieur le candidat prendra une tasse de café noir, mademoiselle Rottenmeier. Asseyez-vous donc, pas de compliments. Et maintenant, monsieur, dites-moi, je vous prie, ce qui se passe au sujet de l'enfant qui est entrée dans la maison comme compagne pour Clara et à laquelle vous donnez des leçons. Que signifient des bêtes dont elle aurait rempli la maison? Et que pensez-vous de son état mental? Avant de répondre, monsieur le candidat voulut exprimer à M. Sesemann la joie qu'il éprouvait de son heureux retour et lui souhaiter la bienvenue, étant venu tout exprès dans cette intention. Mais M. Sesemann le pressa de le renseigner sans tarder sur les points qu'il lui avait exposés, et le candidat commença enfin. Si je dois donner mon avis sur l'individualité de cette jeune personne, monsieur Sesemann, je ferai d'abord remarquer que si d'un côté on constate chez elle un manque de développement causé par une éducation plus ou moins négligée, ou pour mieux dire par une instruction longtemps retardée, et par l'isolement relatif de la vie des Alpes, quoiqu'on ne puisse condamner absolument ce genre de vie et qu'il présente, au contraire, ses bons côtés, car un séjour dans les Alpes, quand il ne se prolonge pas au-delà d'une certaine limite, exerce sans aucun doute une excellente influence. Mon cher monsieur, interrompit M. Sesemann, vous vous donnez vraiment trop de peine. Dites-moi seulement ceci. Cette enfant vous a-t-elle aussi causé de la frayeur en introduisant des bêtes dans la maison? Et que pensez-vous en général de sa société pour ma fille? Je ne voudrais en aucune façon faire tort à la jeune personne, reprit monsieur le candidat, car si d'un côté on peut dire qu'elle manque d'une certaine expérience de la société, ce qui s'explique par le genre de vie plus ou moins inculte qu'a mené la jeune fille avant sa translation à Francfort, laquelle translation pourra exercer sur le développement de cet enfant qui est, pour ainsi dire, entièrement, ou du moins partiellement inculte, mais d'un autre côté, doué de talents incontestables qu'il serait facile, avec une direction attentive. Ah, veuillez m'excuser, monsieur le candidat, je vous en prie, ne vous dérangez pas, il faut que j'aille vite auprès de ma fille. En disant ces mots, M. Sesemann sortit en toute hâte
et ne reparut plus à la salle à manger. Il se rendit à la chambre d'études, et s'asseyant auprès de sa fille, il se tourna vers Heidi, qui s'était levée à son entrée dans la chambre, et lui dit: «Écoute un peu, ma petite, va me chercher... Attends un moment, va me chercher...» Monsieur Sesemann ne savait pas trop bien lui-même ce qu'il voulait demander, il désirait seulement éloigner Heidi un petit moment. «Va vite me chercher un verre d'eau.» «De l'eau fraîche?» demanda Heidi. «Oui, certainement, de l'eau très fraîche», répondit-il. Heidi disparut aussitôt. «Maintenant, ma chère petite Clara», commença le père en se rapprochant de sa fille et prenant une de ses mains dans les siennes, «réponds clairement et en peu de mots à mes questions. Quelle bête ta compagne a-t-elle amenée dans la maison? Et qu'est-ce qui fait croire à mademoiselle Rottenmeier qu'elle a parfois la tête dérangée? Peux-tu me le dire?» Clara était en état de renseigner son père sur ce point, car, lorsque mademoiselle Rottenmeier lui avait aussi parlé des propos sans suite de Heidi, elle avait tout de suite compris de quoi il s'agissait. Elle commença donc par raconter l'histoire de la tortue et des petits chats, puis elle lui donna l'explication des paroles étranges qui avaient si fort effrayé la dame. M. Sesemann se mit à rire de tout son cœur. «Ainsi, Clara, tu ne veux pas que je renvoie cette petite chez elle? Tu n'es pas encore lasse de sa société?» «Non, non, papa, je t'en prie, ne fais pas cela!» s'écria Clara. «Depuis que Heidi est ici, il se passe tous les jours des choses si drôles. Et c'est bien plus amusant qu'avant, où il n'arrivait jamais rien. Et puis, Heidi me raconte tant de choses.» C'est bien, Clara. Voici justement ta petite amie qui revient. Eh bien, m'apportes-tu de la bonne eau fraîche? Demanda M. Sesemann, en prenant le verre que Heidi lui tendait. Oui, toute fraîche de la fontaine. Tu n'es pourtant pas descendue toi-même la chercher à la rue? Demanda Clara. Mais oui, et elle est toute fraîche. Mais il a fallu aller loin, parce qu'il y avait tant de monde à la première fontaine. J'ai été jusqu'au bout de la rue, à l'autre fontaine, mais là aussi il y avait beaucoup de monde, alors je suis allée dans une autre rue, et c'est là que j'ai trouvé l'eau. Et le monsieur, qui a des cheveux blancs, envoie ses compliments à M. Sesemann. Eh bien, en voilà une expédition, dit M. Sesemann en riant. Mais qui est le monsieur à cheveux blancs? Il passait près de la fontaine, il s'est arrêté et m'a dit: puisque tu as un verre, donne-moi un peu à boire. À qui portes-tu cette eau? Et j'ai répondu: à M. Sesemann. Alors il s'est mis à rire très fort. Puis il m'a dit: tu salueras M. Sesemann de ma part, et tu lui diras que j'espère que ce verre d'eau lui fera beaucoup de bien. Vraiment? J'aimerais savoir qui m'envoie cet aimable souhait. Dis-moi, quel air avait ce monsieur? Il a l'air très bon quand il rit. Il a une belle chaîne en or où pend une chose d'or avec une grosse pierre rouge, et il y a une tête de cheval au bout de sa canne. C'est le docteur! C'est mon cher vieux docteur! S'écrièrent d'une seule voix le père et la fille. Et M. Sesemann fut bien diverti à part lui en pensant aux réflexions qu'avait dû faire son ami sur cette manière de se procurer un verre d'eau. Le soir de ce même jour, M. Sesemann, se trouvant seul avec mademoiselle Rottenmeier, qui avait à lui parler des affaires du ménage, en profita pour lui annoncer que la petite compagne de sa fille resterait dans la maison, puisqu'il avait constaté par lui-même qu'elle était dans un état tout à fait normal et que sa société était plus agréable à Clara qu'aucune autre. Je désire donc, ajouta-t-il, en accentuant ses paroles, que cet enfant soit toujours traité avec affection et que ses originalités de caractère ne soient pas considérées comme des crimes. Du reste, si vous ne savez pas comment vous y prendre avec elle, vous aurez très prochainement une aide dans la personne de ma mère, qui va venir passer quelque temps dans ma maison. Et vous savez par expérience que ma mère sait se tirer d'affaire avec qui que ce soit. N'est-il pas vrai, mademoiselle Rottenmeier? Sans doute, monsieur Sesemann,
répondit-elle sans paraître le moins du monde enchantée à la perspective de l'aide qu'on lui annonçait. M r sesemann n'avait qu'un temps fort court à passer chez lui. Au bout de 15 jours, il dut repartir pour Paris où le rappelaient ses affaires. Il consola sa fille de cette nouvelle absence en lui annonçant aussi l'arrivée très prochaine de la grand'maman. En effet, à peine avait-il quitté Francfort qu'on reçut une lettre de madame sesemann annonçant son départ du Holstein, où elle avait ses propriétés, et demandant qu'on envoyât la voiture l'attendre à la gare le jour suivant. Cette nouvelle remplit Clara de joie, et elle se mit à raconter à sa petite compagne tant de choses sur madame sesemann que dès le soir même, Heidi commença à parler aussi de l'arrivée de grand'maman. M elle Rottenmeier, qui l'entendit, lui jeta un regard de désapprobation, mais Heidi n'y prit pas garde, car elle se sentait un objet de mécontentement permanent de la part de la dame. Plus tard, comme elle se rendait à sa chambre à coucher, M elle Rottenmeier la fit d'abord entrer dans la sienne et lui déclara qu'elle ne devait jamais se permettre d'appeler madame sesemann grand'maman, mais seulement madame la conseillère, parce que c'était son titre habituel. As-tu compris? Ajouta-t-elle d'un ton si peu encourageant que Heidi n'osa plus rien demander, quoiqu'elle n'eût pas bien saisi ce titre tout nouveau pour elle. Chapitre 10. Une grand'maman. À juger d'après les préparatifs qui remplirent le jour suivant, il était aisé de voir que la personne attendue devait jouer un rôle important dans la maison et qu'on tenait à lui témoigner le plus grand respect. Tinette s'était parée de son plus frais bonnet, et Sébastien avait rassemblé tous les tabourets de la maison pour que madame sesemann en trouvât toujours un sous ses pieds, partout où il lui plairait de s'asseoir. Mademoiselle Rottenmeier parcourait toutes les chambres, plus droite et plus raide que jamais, comme pour donner à entendre que si une nouvelle autorité allait arriver, elle n'était pas encore prête à céder la sienne. Enfin, on entendit la voiture devant la maison, et Tinette et Sébastien se précipitèrent au bas de l'escalier. Mademoiselle Rottenmeier les suivit avec lenteur et dignité, n'osant pourtant pas se dispenser d'aller au-devant de madame sesemann. Heidi avait été envoyée à sa chambre avec l'ordre d'y rester jusqu'à ce qu'on vînt l'appeler, car il était probable que madame sesemann se rendrait d'abord auprès de Clara et désirerait la voir seule. Heidi s'assit donc dans un coin et tâcha de se souvenir comment elle devait appeler la grand'maman. Au bout de quelques instants, Tinette entr'ouvrit la porte et lui cria avec sa sécheresse accoutumée. « Allez à la chambre d'études !» Heidi obéit aussitôt. Dès qu'elle entra, la grand'maman l'accueillit par un sourire amical en lui disant « Ah, voici notre petite. Viens vers moi que je te voie. » Heidi s'approcha et dit de sa voix claire « Bonjour, madame Conseil. »« Comment dis-tu » s'écria la grand'maman en riant. « Est-ce chez toi, sur la montagne, que tu as entendu ce nom ?»« Non, chez nous personne ne s'appelle comme ça, » répondit Heidi avec le plus grand sérieux. « Chez nous non plus, » continua madame sesemann en lui caressant la joue. « Laissons cela. Pour les enfants, je ne veux être que la grand'maman, et c'est ainsi que tu m'appelleras. Crois-tu que tu puisses retenir ce nom ?»« Oh oui !» s'écria Heidi. « Avant, je disais toujours comme ça. »« Ah, je comprends. » Et la grand'maman eut l'air très amusée. Puis, elle examina attentivement Heidi, en faisant de temps en temps de petits signes de tête. La petite, de son côté, la regardait bien en face. Il y avait, dans les yeux de la vieille dame, quelque chose de si cordial que cela faisait du bien rien que de la voir, et toute la personne de la grand'maman plaisait tant à Heidi qu'elle ne pouvait en détacher ses regards. Elle avait de beaux cheveux blancs, recouverts d'un bonnet de dentelle, qui encadrait son visage, mais ce qui plaisait tout particulièrement à Heidi, c'étaient les rubans du bonnet qui flottaient des deux côtés de sa tête comme si un continuel zéphyr soufflait autour d'elle. « Et comment t'appelles-tu, ma petite ?» demanda enfin la grand'maman. « Je m'appelle seulement Heidi,
Mais puisqu'il faut aussi que je m'appelle Adélaïde, je veux faire bien attention. Ici, elle s'arrêta. Mademoiselle Rottenmeier venait d'entrer dans la chambre, et la conscience de Heidi lui reprochait de n'avoir pas encore appris à répondre quand mademoiselle Rottenmeier l'appelait Adélaïde, parce qu'elle oubliait presque toujours que c'était maintenant son nom. Madame Sesemann conviendra, dit la dame, que je devais choisir un nom qu'on pût prononcer sans crainte de heurter les convenances, quand ce ne serait que pour les domestiques. Ma chère demoiselle Rottenmeier, répondit madame Sesemann, quand une enfant s'appelle Heidi et a l'habitude de s'entendre nommer ainsi, on l'appelle Heidi, tout simplement. Il n'y avait rien à répondre. La grand'maman avait ses idées à elle, contre lesquelles il aurait été inutile de s'élever. Elle savait aussi faire bon usage de ses 5 sens que l'âge n'avait point du tout affaiblis. Et, dès le premier instant de son arrivée, rien ne lui échappait de ce qui se passait dans la maison. Le lendemain, lorsque Clara s'étendit pour dormir à l'heure accoutumée, la grand'maman s'établit aussi à côté d'elle, dans un fauteuil, et ferma les yeux. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Au bout de 5 minutes, elle était déjà éveillée, et, quittant doucement la chambre, elle passa à la salle à manger. Il n'y avait personne. « Elle dort ?» se dit-elle, en se dirigeant vers la chambre de mademoiselle Rottenmeier. Elle frappa vigoureusement à la porte. Au bout d'un moment, elle s'ouvrit, et mademoiselle Rottenmeier recula tout effrayée à la vue de cette visite inattendue. « Où l'enfant se tient-elle d'habitude à cette heure-ci ? Et que fait-elle ? J'aimerais savoir, » demanda madame Sesemann. « Elle est dans sa chambre, où elle pourrait s'occuper utilement si elle avait le moindre instinct d'activité. Mais vous devriez savoir, madame, toutes les sottises qu'elle peut inventer et mettre à exécution, des choses qu'on ne pourrait presque pas raconter en bonne société. Je ne manquerais pas d'en faire autant moi-même, si je devais rester enfermée dans une chambre comme cet enfant. Vous pouvez m'en croire, mademoiselle Rottenmeier, et vous verriez alors si vous pourriez raconter mes sottises en bonne société. Allez vite chercher cette petite, et amenez-la dans ma chambre. Je veux lui montrer quelques jolis livres que j'ai apportés. »« Voilà justement le malheur !» s'écria mademoiselle Rottenmeier en joignant les mains. « Que fera-t-elle de livres, puisque jusqu'à présent elle n'a pas encore pu apprendre l'ABC ? Il n'y a pas moyen de lui faire comprendre la moindre des choses. Monsieur le candidat pourra vous en dire long là-dessus. Si cet homme si capable n'avait pas une patience d'ange, il y a longtemps qu'il aurait renoncé à ses leçons. »« Vraiment ? Cela m'étonne. La petite n'a pas l'air d'une enfant à qui on ne puisse pas faire comprendre l'ABC, remarqua madame Sesemann. Maintenant, veuillez monter la chercher. Pour cette fois, elle pourra regarder les images dans les livres. » Mademoiselle Rottenmeier aurait voulu ajouter quelques observations, mais madame Sesemann lui avait déjà tourné le dos et se dirigeait à grands pas vers sa chambre. Elle ne revenait pas de son étonnement à la nouvelle de l'intelligence bornée dont Heidi faisait preuve, et elle décida d'examiner la chose de près, sans toutefois s'adresser à monsieur le candidat qu'elle estimait cependant et saluait toujours très aimablement, mais elle craignait un peu sa manière de s'exprimer et évitait si possible de se laisser entortiller dans une conversation avec lui. Heidi parut bientôt et ouvrit de grands yeux à la vue des beaux livres pleins d'images coloriées que madame Sesemann avait apportés. Soudain, elle poussa un cri. La grand'maman venait de tourner un feuillet et les regards de Heidi demeurèrent fixés sur la nouvelle image avec une expression ardente. Puis, tout à coup, les larmes lui montèrent aux yeux et elle éclata en pleurs. La grand'maman regarda la gravure. Elle représentait une belle prairie verte où paissaient toutes sortes d'animaux. Quelques-uns broutaient des buissons. Au milieu se tenait le berger, appuyé sur un long bâton et regardant son joyeux troupeau. Le tout paraissait baigné d'une vapeur d'or et on voyait que le soleil venait de disparaître à l'horizon. La grand'maman prit une main de Heidi dans les siennes. « Allons, mon enfant, » lui dit-elle affectueusement, « ne pleure pas, ne pleure pas. Cette image t'a sans doute rappelé quelque chose, mais écoute, il y a une belle histoire qui va avec cette gravure, et je te la raconterai ce soir. »
Dans ce même livre, il y a beaucoup d'autres belles histoires qu'on peut lire et raconter ensuite. Voyons, nous avons encore à parler de quelque chose ensemble. Sèche vite tes larmes, et maintenant mets-toi là, devant moi, que je puisse bien te voir. C'est bien. Maintenant tu vas reprendre ta gaieté. Mais un grand moment s'écoula encore avant que Heidi pût s'arrêter de sangloter. La grand'maman lui laissa tout le temps de se remettre et répétait de son ton le plus encourageant. Maintenant c'est passé, nous voici consolés. Quand elle eut réussi à calmer l'enfant, elle lui dit: Viens me raconter quelque chose, ma petite. Comment vont les leçons avec monsieur le candidat? Te donnes-tu bien de la peine? Et apprends-tu quelque chose? Oh non, répondit Heidi avec un soupir, mais je savais bien qu'on ne peut pas l'apprendre. Qu'on ne peut pas apprendre quoi, Heidi? Que veux-tu dire? On ne peut pas apprendre à lire, c'est trop difficile. Ah vraiment? C'est du nouveau? Et d'où tiens-tu cela? C'est Pierre qui me l'a dit, et il le sait bien, lui. Il faut toujours qu'il recommence à apprendre. Il ne pourra jamais, c'est trop difficile. Voilà un drôle de Pierre. Mais vois-tu, Heidi, il ne faut pas croire ainsi tout ce que ton Pierre ou d'autres te disent. Il faut d'abord essayer toi-même. Je suis bien sûre que tu n'as pas écouté monsieur le candidat avec toute ton attention et que tu n'as pas bien regardé les lettres. Cela ne sert à rien, répéta Heidi, avec une expression de complète résignation à un ordre de choses immuable. Heidi, reprit la grand'maman, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu n'as pas encore appris à lire, c'est parce que tu as cru ce que te disait ton Pierre. Mais maintenant, c'est moi qu'il faut croire, et je t'assure que tu peux apprendre à lire en très peu de temps, comme la plupart des autres enfants qui sont faits comme toi, et non pas comme ce Pierre. Et sais-tu ce qu'il arrivera lorsque tu sauras lire? Tu as vu cette belle prairie verte avec le berger? Eh bien, dès que tu auras appris à lire, je te donnerai le livre et tu y trouveras toute l'histoire du berger, ce qu'il fait avec ses brebis et ses chèvres, et toutes les choses extraordinaires qui lui arrivent, comme si c'était quelqu'un qui te le racontait. Je suis sûre que tu aimerais bien savoir tout cela, n'est-ce pas? Heidi avait écouté avec la plus grande attention, et, les yeux brillants, elle s'écria avec un profond soupir. Oh! Si seulement je pouvais déjà lire! Cela viendra, sois tranquille, et je vois bien que ce ne sera pas long. Maintenant, allons voir ce que devient Clara. Nous lui porterons les beaux livres. La grand'maman prit Heidi par la main et l'emmena à la salle d'études. Depuis le jour où Heidi avait essayé de partir, et où mademoiselle Rottenmeier l'avait si fort grondée, en lui disant combien c'était ingrat de sa part de songer à s'enfuir, et quel bonheur c'était pour elle que M. Sesemann n'en eût rien su, un grand changement s'était opéré dans l'enfant. Elle avait compris qu'elle ne pourrait pas retourner à la maison quand elle voudrait, comme la cousine le lui avait dit, mais qu'il lui faudrait rester à Francfort bien longtemps encore, peut-être pour toujours. Elle avait aussi compris que M. Sesemann la trouverait très ingrate si elle demandait à s'en aller, et que Clara et la grand'maman penseraient sans doute aussi la même chose. Aussi s'était-elle promis de ne dire à personne combien elle aimerait retourner à la maison, car elle n'aurait pas voulu que la grand'mère, qui était si bonne, se fâchât contre elle, comme mademoiselle Rottenmeier. Mais alors, le poids qui pesait sur son cœur devint toujours plus lourd, elle ne mangeait presque plus, et devenait de jour en jour plus pâle. Le soir, il lui arrivait souvent de ne pas pouvoir s'endormir, car, dès qu'elle était seule dans sa chambre, et que le silence régnait autour d'elle, elle voyait passer devant ses yeux, comme une image vivante, l'Alpe illuminée par les rayons du soleil et couverte de fleurs. Si elle parvenait enfin à s'endormir, elle voyait en rêve les hauts rochers du Falknis et la neige resplendissante du Cesaplana. Et le matin, lorsqu'elle se réveillait toute joyeuse et prête à bondir hors du chalet, tout d'un coup, elle se trouvait dans son grand lit à Francfort, bien, bien loin de l'Alpe et de la maison. Alors,
Heidi cachait sa tête dans son oreiller et pleurait longtemps, mais tout bas, de peur qu'on ne l'entendît. La tristesse de Heidi n'échappa point à la grand'maman. Elle laissa passer quelques jours pour voir si l'enfant ne perdrait pas peu à peu son air abattu, mais comme il ne se fit aucun changement et que, presque tous les matins, elle pouvait voir que Heidi avait de nouveau pleuré, elle l'appela un jour dans sa chambre, la fit mettre devant elle et lui demanda avec beaucoup de bonté: «Maintenant, dis-moi ce que tu as, Heidi. As-tu peut-être un chagrin?» Mais Heidi craignait de paraître ingrate à cette bonne grand'maman et de la fâcher contre elle. Aussi répondit-elle tristement: «Je ne peux pas le dire.» «Non? Et à Clara, peux-tu le dire?» «Oh non, à personne!» s'écria-t-elle d'un air si malheureux que la grand'maman en eut pitié. «Écoute-moi bien, ma petite», reprit-elle, «je veux te dire quelque chose. Quand on a un chagrin qu'on ne peut confier à personne, on le raconte au bon Dieu qui est dans le ciel et on lui demande son secours, car c'est lui seul qui peut nous aider dans toutes nos difficultés. Tu me comprends bien, n'est-ce pas? Penses-tu bien chaque soir à remercier le bon Dieu de tout ce qu'il te donne et à lui demander qu'il te préserve du mal?» «Oh non, jamais je ne le fais.» «N'as-tu jamais prié, Heidi? Ne sais-tu pas ce que c'est?» «J'ai prié autrefois avec la première grand-mère, mais il y a longtemps, et j'ai oublié à présent. Vois-tu, Heidi, c'est pour cela que tu es si triste, parce que tu n'as personne qui puisse t'aider. Réfléchis un peu comme cela doit faire du bien, quand on a quelque chose qui nous pèse sur le cœur et nous tourmente toujours, de pouvoir aller tout de suite dire tout au bon Dieu et le prier de nous aider quand personne d'autre ne le peut, car il le fait si nous le lui demandons, et il nous rend de nouveau heureux.» Un éclair de joie brilla dans les yeux de l'enfant. «Est-ce qu'on peut tout lui dire?» «Oui, Heidi, tout, tout.» Elle retira sa main de celle de la grand'maman en disant: «Est-ce que je peux m'en aller?» «Certainement, certainement», répondit la grand'maman. Et sans attendre davantage, Heidi s'éloigna en courant et monta à sa chambre. Là, elle s'assit sur son petit tabouret et, joignant les mains, elle raconta au bon Dieu tout ce qu'elle avait dans le cœur, tout ce qui la rendait malheureuse, et lui demanda avec instance de venir à son secours et de la faire bientôt retourner à la maison vers le grand-père. Une semaine à peu près s'était écoulée depuis ce jour, lorsque monsieur le candidat demanda à être admis auprès de madame Sesemann pour l'entretenir d'une affaire très singulière. Madame Sesemann le fit appeler et lui tendit amicalement la main quand il entra. «Mon cher monsieur, soyez le bienvenu. Asseyez-vous ici, près de moi.» Elle avança un fauteuil. «Et dites-moi ce qui vous amène. Rien de mauvais, j'espère. Pas de plainte?» «Au contraire, madame», commença monsieur le candidat, «il s'est passé une chose à laquelle je n'étais plus en droit de m'attendre et qui surprendrait quiconque serait au fait des circonstances antérieures, car il faut convenir que, selon toute une prévision, c'était une complète impossibilité, et pourtant c'est arrivé, et de la manière la plus merveilleuse, précisément le contraire de tout ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce que par hasard Heidi aurait appris à lire, monsieur le candidat?» interrompit madame Sesemann. Le maître la regarda muet d'étonnement. «C'est vraiment quelque chose de merveilleux», dit-il enfin. «Non seulement qu'après toutes mes explications détaillées et la peine extraordinaire que je me suis donnée, la jeune personne n'ait pas pu apprendre l'ABC, mais surtout qu'elle l'ait maintenant appris en si peu de temps, juste au moment où je venais de me décider à renoncer aux explications raisonnées pour présenter à la jeune personne les lettres dans toute leur simplicité. Elle a appris à lire, pour ainsi dire, du jour au lendemain, et avec une correction qu'on rencontre rarement chez les commençants. Mais ce qui me paraît tout aussi remarquable, madame, c'est que vous ayez tout de suite envisagé comme probable un fait dont la réalisation semblait si éloignée.» «Il se passe bien des choses extraordinaires dans la vie», répondit madame Sesemann en souriant d'un air satisfait. «Il y a aussi quelquefois d'heureuses coïncidences, la rencontre de deux faits, tels qu'un nouveau zèle chez l'écolière et une nouvelle méthode chez le maître, et l'un et l'autre ont du bon, monsieur le candidat. Maintenant, nous pouvons nous réjouir des progrès de l'enfant et espérer qu'ils continueront.» En disant ces mots,
Elle accompagna monsieur le candidat jusqu'à la porte et se hâta ensuite de se rendre à la salle d'études pour s'assurer par elle-même de la bonne nouvelle. En effet, Heidi était établie à côté de Clara et lui lisait une histoire. Elle était elle-même visiblement surprise et semblait pénétrer avec un intérêt croissant dans ce monde nouveau qui s'ouvrait devant elle, maintenant que les lettres noires se transformaient à mesure en objets et en personnages vivants et devenaient des histoires palpitantes. Le soir même, en se mettant à table, Heidi trouva sur son assiette le grand livre avec les belles images. Elle leva vers la grand'maman un regard interrogateur, et celle-ci lui répondit avec un signe de tête amical. « Oui, oui, il est à toi. Pour toujours? Même quand je retournerai à la maison ?» demanda-t-elle, rouge de plaisir. « Oui, certainement, pour toujours. Demain, nous commencerons à le lire. »« Mais tu ne retourneras pas encore à la maison, pas avant bien des années !» s'écria à son tour Clara. « Il faut que tu restes vers moi pour que je ne sois pas toute seule quand grand'maman partira. » Lorsque Heidi fut dans sa chambre, elle examina encore longuement son beau livre avant de se coucher. Et, à partir de ce jour, sa plus chère occupation fut de s'asseoir et de lire et relire sans cesse les histoires qui accompagnaient les belles images coloriées. Elle était toute heureuse, le soir, lorsque la grand'maman disait « Heidi va nous lire quelque chose ?» car elle lisait maintenant couramment, et la lecture à haute voix lui faisait paraître les histoires encore plus belles et plus faciles à comprendre. Et puis, la grand'maman expliquait toutes sortes de choses et racontait plus encore qu'il n'y avait dans le livre. L'histoire que Heidi préférait à toutes les autres était celle où l'on voyait la belle prairie verte avec le berger au milieu du troupeau, appuyé sur son bâton et ayant l'air heureux et satisfait, car il gardait alors le beau troupeau de son père et menait au pâturage les petits agneaux et les chèvres parce que c'était son bon plaisir. Mais ensuite venait une autre image. On le voyait après qu'il s'était enfui de la maison paternelle. Il était à l'étranger, chez un maître, où il devait garder des cochons, et il était devenu tout maigre parce qu'il n'avait à manger que des fruits sauvages. Sur cette image, le soleil avait l'air moins brillant, tout le paysage était gris et nébuleux. Mais il en venait une troisième. C'était celle où le vieux père sort de sa maison et court, les bras tendus, à la rencontre du fils qu'il voit venir de loin, amaigri et tout honteux dans ses habits déchirés. C'était l'histoire favorite de Heidi. Elle la relisait toujours à haute voix ou tout bas, et ne se lassait jamais d'écouter les explications que la grand'maman y ajoutait toujours. Mais il y avait encore beaucoup d'autres belles histoires dans le livre, et avec chacune il y avait de nouvelles gravures à regarder, si bien que les jours s'envolèrent très vite et qu'on vit bientôt s'approcher le moment fixé par la grand'maman pour son départ.